Sénégalais étaient aux urnes hier dimanche sans exclusion pour désigner le successeur à Macky Sall, pas d'incident majeur en tout cas depuis la campagne électorale. Et cette détermination du Conseil constitutionnel a fait aboutir un processus interrompu unilatéralement et sans raison. Nous en parlons avec deux invités tout à l'heure. Rudolf Karl, journaliste béninois, résident au Sénégal. Il a fait un tour à Cotonou. Et puis Hamzat Ablaï, lui qui est spécialiste des questions internationales. Nos échanges, c'est vers la fin de la deuxième partie de votre émission Actu Matin. Nos débats ce matin porteront sur la présidentielle de 2026. Au Bénin, il y a comme une fatwa déclarée contre toute déclaration ou suggestion de candidature avant les 6 mois qui séparent de la présidentielle, une sorte d'interdiction qui criminalise ce qui autrefois était une normalité, une sorte de banalité. Le commentaire de Franck Aounou va planter le décor et nous ferons le débat juste après. Bienvenue à tous. Et nous voici donc pour le tour rapide des informations à la une des publications ce matin. On va commencer par Fraternité comme à notre habitude par ici, réouverture des frontières avec le Niger. Le Nigeria validé, le Bénin en sursis. Et puis journée FIFA, Côte d'Ivoire contre Bénin 2-2. Un résultat trompe l'œil. 9 matchs sans victoire et la disette de Rock qui se poursuit, dénonce Fraternité. Au Bénin, Rémi Rious et Jean Van Vetteren signent la convention de mise en œuvre de la phase 2 du projet Équité. Présidentiel au Sénégal, l'heure est au déploiement pour le premier tour. Nous apprenons donc Fraternité ce matin. Le matinal Construction sans permis de construire à Cotonou. Mise en garde contre les maîtres d'ouvrage têtus. La mairie menace de sévir violence, discourtoisie et rançonnement. La hiérarchie policière appelle à la dénonciation. Usagers de la route, vous avez donc une oreille pour vous entendre, vous écouter. Maté libre, Kamalo Sangari, sur zone franche, Patrice Talon, c'est fini, a déclaré le député membre du parti Les Démocrates. La nation, pour continuer, code électoral modifié et complété. L'analyse politico-économique du professeur Albert Ronlocou à découvrir dans les colonnes du journal. Le télégramme renvoyé à la retraite forcée, 4 agents des eaux, forêts et chasse rappelés pour reprendre du service des agents des eaux, forêts et chasse promus au grade supérieur à l'occasion. Les 4 vérités, célébration de l'édition 2024 de la journée internationale de la femme autour du thème investir en faveur des femmes. Christelle Alioza parle de tout dans les colonnes du journal Les 4 vérités. Passons à Gaskiani Info. Politique au Bénin, FCBE et les démocrates contraints à l'union selon le journal Élections à la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Les conditions pour être candidat sont à découvrir à la page 4 du quotidien de sa production de ce lundi matin. Dabarou, nouveau code électoral au Bénin, FCBE, MPL, RLC, LN, Mouel Bénin, RE, vers une mort prématurée, se demande le quotidien. Nord-Sud quotidien, restauration, le décret qui réorganise le secteur vous est proposé par votre journal. Bénin intelligent, permis de construire au Bénin. Le journal vous propose le mot d'emploi. La primeur, Assemblée nationale, la première session ordinaire de 2024 va s'ouvrir le 15 avril prochain, annonce donc le quotidien. Et puis, dragage de la cuvette de Tanquet Tamin à Boumé-Calavi précisément. La population adresse une doléance à Patrice Talon, selon le journal de sa production ce matin. Nous passons maintenant à Fraternité pour la deuxième lecture. Réouverture des frontières avec le Niger. Le Nigeria validé, le Bénin en sursis. Journée FIFA, Côte d'Ivoire contre Bénin, 2-2, vous le savez. Ils ont joué le samedi dernier. C'est un résultat en trompe-l'œil, analyse donc le journal. Il y a que cela fait 9 matchs sans victoire et la disette qui continue sous notre horreur, constate et conclut le journal. Et puis au Bénin, Rémi Rious et Jean Van Vetter signent la convention de mise en œuvre de la phase 2 du projet Équité présidentiel au Bénin. L'heure est au dépouillement pour le premier tour. Nous apprenons donc
Le journal, justement parlant de cette élection au Sénégal, c'était le vote hier, le jour du scrutin. Nous y reviendrons avec nos deux invités tout à l'heure qui vont nous aider un peu à décrypter l'avant, pendant et après élection et projeter le Sénégal pour les prochaines années. Allez, à l'intérieur justement de Fraternité, on reviendra sur cette actualité-là. Vous allez le voir, mais déjà, on va parler de ce qui nous lie de très près. La situation entre le Bénin et le Niger, c'est toujours fermé côté Niger par là-bas, alors même que le Niger a décidé d'ouvrir ses frontières avec le Nigeria. Le Nigeria a validé donc, selon Fraternité, alors que le Bénin est en sursis. Qu'est-ce qui se passe? Le journal essaye, avec ses enquêtes, de vous l'expliquer, mais surtout de vous faire garder l'espoir parce que, grand acteur de la crise du Sahel, le Bénin espère aussi un rétablissement de la coopération avec le Niger. Malgré sa forte implication, les portes ne lui sont pas entièrement fermées car ces deux pays ont connu une forte relation économique et partagent des projets en commun. Il s'agit principalement de la mise en œuvre de projets pipeline d'exportation Niger-Bénin. La réouverture des frontières avec le Nigeria au détriment du Bénin s'explique par le fait que ce dernier reste toujours sous la domination française. Hashtag Fraternité, lisez à la page 3, vous comprendrez quelque chose. Vous comprendrez aussi quelque chose aux différentes positions d'une grande dame que Fraternité a interrogée, Huguette Akplogan Dossa. Elle est en aparté avec votre quotidien dans une lettre ouverte, justement, proposée par le quotidien. Achetez le journal et lisez. Je vous avais promis qu'on parlera la présidentielle au Sénégal, notamment avec, je dois dire, le quotidien Fraternité. C'est à la page 9 et celle 10, notamment de ce matin, que le journal nous propose de revenir sur tout ce qui concerne cette présidentielle-là, le déroulement, le vote, les incidents, qu'ils soient mineurs ou majeurs, et les éléments à retenir. Fraternité vous les propose ce matin. Et j'ai bien envie de terminer sur cette note-ci. Elle est sportive avec les prestations des Guépards depuis que le technicien franco-allemand est à la tête pour gérer la sélection nationale. Cela fait une dizaine de matchs sans, ma foi, une victoire. Fraternité s'impatiente. La dernière en date, c'était donc le match du samedi dernier face au détenteur du titre continental, la Côte d'Ivoire. Match soldé par 1-0, 2 buts partout. Demain, les Guépards seront encore face à un autre géant du continent, le Sénégal. Celui qui a cédé d'ailleurs le fauteuil du patron sur le continent à la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que ça va se passer? Analyse tout à l'heure avec Ali Moumouni qui va nous livrer la page des sports. Ce sera une actualité nationale et internationale. Il sera là tout à l'heure. Mais avant lui, on aura droit à notre bulletin d'information. Ce sera avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, vous nous présentez le bulletin. On aura droit à des images, notamment qui nous proviennent des communes de Matériel et de Kéro. Plus de 1000 tables bancs flambant neufs mises à la disposition donc de ces deux communes. C'est un don qui s'inscrit dans le cadre de son programme d'appui à la mise en œuvre du plan de réponse d'urgence aux communes de l'Atakora. La cérémonie officielle de remise de ces mobiliers a mobilisé les bénéficiaires et autorités à divers niveaux. On en reparle. Et puis, Journée internationale des droits de la femme, on en parle toujours. Les femmes laborieuses de la commune d'Adjoun sont honorées depuis la semaine écoulée. C'est une commémoration qui s'est déroulée autour du thème la santé de la femme béninoise au pluriel. Le point des manifestations, ce sera avec Emma Rodanou. Voici le bulletin. On va directement dans le nord du Bénin. Teddy Goudalo, bonjour à nouveau. Dans le cadre de son programme d'appui à la mise en œuvre du plan de réponse d'urgence aux communes de l'Atakora et un plan international Bénin a mis à la disposition des communes de Matériel et de Kirou 1100 tables, bancs, flambants neufs précisément. Absolument, Tanguy. Ce don de plan international Bénin va à coup sûr combler le gap de tables bancs dans ces deux communes de l'Atakora dont les écoles connaissent depuis 2 ans maintenant des effectifs pléthoriques du fait de l'afflux des réfugiés burkinabés et togolais. La cérémonie de remise officielle de ces mobiliers a mobilisé bénéficiaires et autorités à divers niveaux. Alassane Harouna.
Materi fait partie des communes de l'Atakora qui accueillent depuis 3 ans les réfugiés burkinabés et togolais en lien avec l'extrémisme violent. Une situation qui a du coup causé la fermeture de certaines écoles dans les zones à risque, provoquant ainsi des effectifs pléthoriques dans les écoles des centres urbains avec pour conséquence une insuffisance drastique de tables-bancs dans les salles de classe. Très sensible à cette situation déplorable, Plan International Bénin vient mettre à la disposition des écoles de Materi et de Kérou 1100 tables-bancs flambant neufs. Au total, 102 écoles primaires publiques sur 116 qui compte la commune de Materi ont besoin d'environ 7092 tables-bancs pour accueillir convenablement les élèves dans les salles de classe. Le gap des interventions est surtout remarqué dans la protection des enfants et dans l'éducation, notamment le manque de salles de classe et de mobilier. C'est l'une des raisons qui justifie la présente cérémonie officielle de remise de 1000 tables-bancs pour les écoles primaires publiques de Materi et de 100 tables-bancs pour celle de Kaovagou dans la commune de Kérou. Cet appui de Plan International Bénin, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de réponse d'urgence aux communes de l'Atakora. Il vient à point nommé pour renforcer les initiatives déjà mises en œuvre par l'institution dans le département, à savoir le renforcement des capacités des ONG partenaires et des centres de promotion sociale sans occulter de nombreuses réalisations d'infrastructures scolaires dans la commune de Materi, toutes choses qui réjouit à plus d'un titre l'autorité communale. Voyez, chers parents et distingués, le don ce jour de 1000 tables-bancs vient soulager 40 écoles. Notre joie d'avoir ce précieux pas est grande et nous remercions infiniment l'ONG Plan International. Ce geste humanitaire et salutaire vient atténuer les conditions misérables de travail d'au moins 2000 écoliers de la commune. C'est pourquoi je tiens à remercier de façon sincère Plan Bénin International. Tout en saluant ce geste de Plan International Bénin qui s'inscrit en droite ligne d'une éducation inclusive et de qualité, le représentant du préfet de l'Atakora va exhorter d'autres partenaires à lui emboîter les pas. Je voudrais donc saisir cette occasion pour réaffirmer nos vœux de voir Plan International Bénin se tenir davantage à nos côtés, soutenir nos efforts, les efforts de Madame le Préfet dans la promotion continue d'une éducation inclusive, de qualité, pour la prospérité de notre département, de ses enfants, des citoyens et des générations futures. Aux différents messages d'exhortation pour un bon usage des mobiliers mis à disposition, les bénéficiaires vont prendre l'engagement solennel de les respecter à la lettre. Un bon usage. Voilà, merci à vous Alassane Harouna. De l'Atakora, on descend dans le département des collines pour parler de cette inauguration et mise en exploitation de la mini-centrale solaire photovoltaïque de Okuta Ose dans la commune de Banté d'une série de 12. L'infrastructure est le fruit de la bonne coopération entre les États-Unis, la France et le Bénin. Elle est réalisée dans le cadre du projet au CEF, j'y arrive, du Millennium Challenge et compte pour l'entreprise Le Soleil du Bénin avec une production de plus de 150 kW de protection énergétique. Au moins 400 abonnés seront desservis. On fait le point avec Imet Hélène Amoussou. Une de la série de 12 réalisées sur toute l'étendue du territoire national, l'infrastructure est désormais officiellement mise en service. Implantée à Okuta Ose dans la commune de Banté, la mini-centrale solaire photovoltaïque est construite par l'entreprise Les Soleils du Bénin. Notre mandat et notre vision, c'est d'apporter l'électricité, donc l'énergie aux communautés rurales, exclusivement rurales, mais avec l'engagement qu'on a pu voir dans la première phase du projet et l'engouement qu'on voit aujourd'hui de la part de nos clients et futurs clients, on ne peut avoir que plein d'espoir pour le succès de cette expérimentation. Okuta Ose est le premier des 12 soleils du Bénin. Mais à ce jour, effectivement, environ 100 abonnés avec la perspective d'au moins 400. La localité a un potentiel que nous devons d'accompagner. Le tout ne suffit pas de raccorder, il faut pouvoir offrir plus pour montrer que nous sommes
au cœur du village pendant toute la vie de la centrale. D'une capacité de plus de 150 kW, l'ouvrage est composé d'un onduleur chargeur de 90 kVA, un onduleur photovoltaïque de 127 kVA, des batteries qui assurent le stockage de l'énergie d'une capacité de 266 kW avec un groupe électrogène de 90 kVA. Il y a aussi 3,8 km de lignes linéaires du réseau BT avec des points d'éclairage installés pour desservir plus de 3000 abonnés. Le prix de cession de l'énergie aux abonnés clients varie de 170 à 220 francs le kilowatt. En mettant en service cette centrale solaire, le gouvernement du Bénin vient de jeter les bases du développement économique et social de notre pays. C'est un projet qui agit aussi bien sur les conditions de vie de la population. Il fouette en même temps l'économie locale. Je voudrais plaider pour que, au-delà de Okutaossé, que ce projet s'étende encore à d'autres localités du département qui sont, je vous assure, sont encore plus reculées que Okutaossé. Fruit de la bonne coopération entre le Bénin, la France ainsi que les États-Unis, le joyau vient en complément aux efforts fournis par l'exécutif en vue de favoriser aux populations l'accès à l'électricité de qualité en quantité suffisante et à un prix acceptable, réalisé sur un cofinancement du gouvernement béninois et du peuple américain à travers le programme du Millennium Challenge et compte du Millennium Challenge Corporation. L'ouvrage est mis en exploitation sur concession sur une durée de 20 ans. Les États-Unis sont fiers d'avoir favorisé l'accès à l'électricité, l'énergie électrique à plus de 200 000 personnes pour la première fois sur toute l'étendue du territoire. L'assistance apportée au Bénin par le Millennium Challenge Corporation représente un symbole emblématique de notre relation. L'accès à l'électricité n'est plus un luxe aujourd'hui. C'est devenu aujourd'hui un droit fondamental, un levier puissant et indispensable pour le développement socio-économique de nos communautés. C'est pour cette raison qu'il y a eu une véritable accélération, mais le rythme n'est pas suffisant. Il nous faut aller vers des solutions différentes, complémentaires de la solution traditionnelle. À la suite de la phase protocolaire de la cérémonie, les officiels et la population ont eu droit à une visite du site. En image, à présent, phase finale du concours de compte rendu de lecture dénommé Livre ton livre, initié par l'organisation non gouvernementale Mata Yara. Elle s'est déroulée dans l'après-midi du samedi 23 mars 2024 à Cotonou. À l'issue d'une prestation orale, les 3 finalistes se sont départagés devant un jury de taille. Le premier prix, composé d'un trophée, d'une enveloppe de 200 000, d'un bon de formation en marketing digital et bien d'autres lots, est remporté par la jeune dame Caroline Sagui. C'était en présence de la ministre en charge des Affaires sociales et la présidente de l'Institut national de la femme. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. Et puis, pour finir, la présidente de l'association Nassou, Jeanne Adonsiba Mama Gao, l'épouse du président de l'Assemblée nationale, Louis Bernou Vlavonou, elle s'appelle Apolline Gangbe Vlavonou, et la directrice administrative du parti Union progressiste, le Renouveau, Christine Hundonungbo, ont honoré en fin de semaine écoulée les femmes d'Adjourou, laborieuses de cette commune. Elle célèbre ainsi en différé la Journée internationale des droits de la femme, une commémoration qui s'est déroulée autour du thème « La santé de la femme béninoise » au pluriel. À l'initiative de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, ici à Adjourou, la présidente de l'association Nassou, Jeanne Adonsiba Mamagao, a réuni ces femmes laborieuses de la commune d'Adjourou pour célébrer avec elles la bravoure de la femme dans un contexte de pesanteurs sociologiques qui sont des freins à son plein épanouissement. 39 ans déjà que nous célébrons la femme, mais pourtant, beaucoup de défis demeurent devant nous, notamment l'analphabétisme, les difficultés d'accès aux moyens de production, le non-respect de nos droits, le harcèlement, le mariage forcé, la bastonnade au quotidien, le viol, etc. En somme, la femme continue d'être victime de graves discriminations qui portent atteinte à sa personnalité.
alors que une femme économiquement libre et épanouie est une richesse pour sa famille et la nation entière. C'est pourquoi il est important d'accélérer le rythme d'investissement en sa faveur. D'où le thème de cette année. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Le premier investissement dans la femme passe indubitablement par la protection de sa santé. C'est pourquoi nous plaçons cette journée sous le thème « La santé de la femme au pluriel ». Deux vaillantes femmes se sont associées à cette initiative de Jana Dosiba Mamagao. Il s'agit de Apolline Gangbe, épouse du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, représentée à cette cérémonie, et Christelle Rondonoubo Alioza, qui dans son adresse a saisi l'occasion pour sensibiliser les femmes sur les maladies dites féminines, à savoir le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein et l'endométriose. Nous souffrons de ces maladies, mais nous ne disons rien quand nous ressentons les maux jusqu'à ce que, en réalité, la maladie évolue et qu'on ne puisse plus rien faire et que la femme décède. Et dès que la femme décède, nous pensons que c'est la belle-mère, nous pensons que c'est la tante ou c'est quelqu'un d'autre, alors que c'est faux, la femme a été malade. Du haut de cette tribune, je voudrais prendre la voix de toutes mes sœurs béninoises pour vous dire que nous sommes désormais déterminés à soutenir les efforts qui favorisent la santé et l'égalité des sexes. Engagés aux côtés de ses sœurs Apolline Gangbe Vlavonou et Christelle Rondonoubo Alioza pour l'épanouissement de la femme, Jeanne Adosiba Mamagao donne rendez-vous en 2025 pour une nouvelle célébration de la GIF avec l'espérance que d'ici là, les femmes auront glané d'autres victoires sur le terrain de la reconnaissance de leurs droits. Voilà donc pour ce qu'on peut retenir ce matin. Tanguy Agoyi, ce sera tout pour cet exercice matinal. Merci Teddy Goudala. Passez une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, vous aurez rendez-vous avec la rédaction de 43 Bénin pour d'autres informations, notamment à partir de 11h déjà. C'est la petite édition de la matinée. Et puis dans l'après-midi aussi à 16h30, la toute petite édition aussi de l'après-midi. Mais entre-temps, vous aurez suivi la grande édition, celle de 13h, qui vous présente les informations d'ici et d'ailleurs. Actu Matin va se poursuivre, je vous l'ai annoncé. Ali Mouni est déjà installé, ce sera pour les informations sportives. Une équipe qui n'a pas participé à un tournoi, à une phase finale de la CAN, la dernière notamment, face à celle qui a participé, qui l'a d'ailleurs accueilli et qui l'a remporté en plus. Sur le papier, l'annonce était en tout cas en défaveur des Guépards du Bénin et on avait créé une lourde défaite. Ali Moumouni, bonjour. À l'arrivée samedi dernier, on a eu droit à un score de parité entre les Guépards et les éléphants de la Côte d'Ivoire. Ils étaient en match amical. Bien entendu, pour les journées FIFA de mars 2023, les Guépards du Bénin étaient face à les homologues des éléphants de la Côte d'Ivoire pour cette première sortie des deux prévues pour mars 2023. Et donc, la rencontre qui a eu lieu donc du côté d'Amiens était assez intéressante. Vous voyez donc à l'ouverture, c'est beaucoup de fleurs remis donc à Mas. Alain Gradel qui annonçait sa retraite juste après cette internationale, bien entendu, pour être précis, juste après cette explication. Ce match amical contre le Bénin, petite anecdote, il a commencé par le Bénin il y a près de 13 ans de cela et aujourd'hui il termine par le Bénin. Vous allez le voir tout à l'heure sur les images. Le but d'ouverture du score pour les Béninois, c'était à la 8e minute. Oui, très tôt, sur ce corner direct inscrit par Junior Laïtan. Il y a eu par le passage l'erreur de Crasso qui a manqué le ballon et donc ce qui a trompé Jean-Michel Seri et Fofana
Yaya Fofana aussi, qui était dans le but. Et puis par la suite, ce sera l'égalisation par... Du pied de celui qui s'est retiré de la sélection nationale. Bien entendu, Marcelin Gradel. Et puis vous allez le voir, c'était une erreur. D'abord, du gardien de but qui a mal installé son mur, et le mur aussi qui n'a pas aidé le gardien du tout. Qui est resté immobile. Hein? Immobile, et d'abord, vous voyez ce geste de Cécile Almeida également, qui a fui le ballon, il faut le préciser. Et donc, par la suite, sur ces contre-attaques, vous allez voir une très belle performance de Junior Laïtan qui inscrit un doublé. Il y a eu le sang-froid nécessaire pour éliminer l'adversaire. Le pauvre défenseur. Et permettre au Bénin de prendre l'avance. C'est à ce moment qu'il faut jamais être défenseur. Non, pas du tout. Ça laisse un mauvais souvenir. Absolument. On se rappelle bien sûr de Boateng face à Lionel Messi en Ligue européenne des champions. Le FC Barcelone affrontait en son temps. C'était donc l'équipe de Bayern de Munich. Et vous le voyez, le deuxième but du Bénin inscrit par Junior Laïtan. Doublé pour ce jeune homme qui a été traité bien entendu de sorcier sur pas beaucoup de commentateurs lors de cette explication. Et par la suite, ce sera la réduction du score une fois encore par les Ivoiriens. Et cette fois-ci, sur coup de pied arrêté. Et voilà. On a quelques soucis visuellement avec les coups de pied arrêtés. Bien entendu, la concentration des joueurs. Et donc, il va falloir travailler ça, exécuté par Boga. Et ce sera... Ça me rappelle le but ivoirien le but égalisateur face au Nigeria à la finale. Et c'est toujours Diakité qui a dévié le ballon. Et donc, c'est lui qui permet aux Ivoiriens de rattraper le Bénin au score. Ça fait donc 2 buts partout à l'issue de cette explication assez intéressante. Tanguy pour les Guépards, ça fait donc une première sortie. La deuxième, ce sera le 26 prochain face à l'équipe du Sénégal, l'ex-champion, sinon l'équipe l'ancienne champion. Champion d'Afrique. Et voilà, Sénégal, Bénin, c'est à 21h, c'est 26 mars, donc demain, très prochainement. On verra ce que ça va donner. Tu vas à l'écoute. Allez, donc c'est l'occasion quand même pour Gagnon de tester tous ces joueurs à la fin. Peut-être une occasion aussi d'engranger enfin une victoire, qui sait. Peut-être aussi. Parce que ça s'attend, depuis longtemps que Fraternité attend cette affaire. On verra bien. Allez, juste après la rencontre, l'équipe nationale a reçu la visite des membres de l'Union nationale de footballeurs professionnels du Bénin. Il s'agit de ce syndicat qui s'est donné pour objectif de défendre les jeunes joueurs évoluant au plan national pour améliorer un tant soit peu leurs conditions de vie et de travail. Et donc, cette visite a eu lieu sur les images que nous proposons ce matin, voilà, du côté d'Amiens où le joueur était logé. Vous voyez l'arrivée des joueurs. Vous pouvez reconnaître quelques-uns, Roméo Adbokoch ou encore Massimo Aguirre qu'on a reçu la dernière fois. Donc, ils sont tous allés voir les Guépards, accueillis par un ancien aussi de la maison qui est aujourd'hui toujours dans la maison, Moussa Latonji, qui a effectué les présentations. Il y avait aussi Léonce Ahissou qui est de l'autre côté, du côté droit de Boko, qui est le président de cette association. Ils sont allés les rencontrer pour un temps soit peu les remercier pour leur soutien et les solliciter pour que ce soutien soit indéfectible et qu'il soit renouvelé à toutes les fois. On va suivre un extrait de l'un des membres de l'association. Et il y a 2 ans, il y avait bien sûr avec le capitaine Adenon, avec le capitaine Sil également, un engagement de joueurs internationaux qui nous ont signé un document pour dire nous soutenons le syndicat. Et cette force a été pour nous une plus-value pour faire le tour de tous les clubs. Nous avons fait 16 clubs au Bénin pour les sensibiliser et il y a moins 22 joueurs aujourd'hui que le syndicat défend. Mais on a plus de 50-60 cas, il y en a tous les jours. Donc cette force que vous nous avez donnée il y a 2 ans, on nous dit on a un engagement derrière vous, même si on ne vous voit pas tous les jours parce que vous avez vos occupations, rien que de savoir derrière qu'il y a les écureuils qui nous soutiennent, ça a été une plus-value qui nous a permis d'avancer. C'est pas cette année, quelque part. C'est pourquoi cette année encore, on s'est dit, bon, ce serait intéressant pour nous aujourd'hui, avec le chemin qui est fait, de venir encore une fois demander ce soutien-là, de vous dire, on est là, on se donne, mais derrière, il faut qu'on sache que les Guépards aussi sont derrière avec nous. Allez, à l'instant, vous avez suivi Wenceslas Teko, comme on a affectueusement l'habitude de l'appeler. Qui est toujours dans l'univers des écureuils.
des guépards. Ah oui, à l'univers des écureuils, vous l'avez compris, bien entendu. Et donc, c'est aussi un ancien international béninois qui a défendu les couleurs nationales. Tanguy, on va parler toujours football au plan national avec la Super Ligue professionnelle dont la rencontre de la 9e journée a eu lieu ce week-end. On fait le point très rapidement des différents résultats. Aspac était à domicile face à Dadia FC. Les porteurs sont inclinés sur le score d'1-0. Il faut noter la victoire du Dynamo FC d'Abomey. 3-1 face à l'association sportive de Cotonou sur le Map Sport et l'Union sportive des Cavaliers de Nice qui se sont séparés. 2-2 sur le score d'un but partout, 0 but partout entre l'équipe de l'AS Takonais et les Dragons de Lemé. Ayema s'est incliné face à Bani Gansé, 1-0. La mise à prendre le dessus sur la jeunesse sportive de Huida, 2-0. Il faut noter également ce score de parité lors du classique béninois. Aujourd'hui, le devenu classique du béninois, puisque ce sont les deux meilleures équipes au pays. Loto Popo, Coton FC, 1 but partout après 90 minutes. Et ce sont les requins qui boivent toujours du noir. Tanguy, 3-0, c'était face à Espoir FC à domicile. Il faut préciser. En plus, oui. Et donc, assez difficile, assez grave pour cette formation des requins de l'Atlantique. La RUC Wassa sont totalement plongés dans le noir. Tanguy, on va descendre d'un camp pour parler de la Ligue Pro Suite. La 4e journée a eu lieu ce week-end. Abeille était donc à domicile face au Panthère FC de Djougou, 2-0 pour l'équipe promue face à l'une des équipes, je dirais, mythiques, historique du pays. Les Panthères FC de Djougou se sont inclinés une nouvelle fois. Là, on est dans la zone septentrionale et la zone du sud, bien entendu. Et puis à Estonais aussi, à Paul dessus Sud Dynamique FC de Djougou, décidément pour ces deux clubs de Djougou. 2-0 également pour Estonais face à son adversaire. Beke Rodus se sépare sur le score de parité, 1 but partout. Dynamo FC de Paraco s'impose 2-1 face à Soleil FC. Et puis le Real Sport et les Buffles FC du Borgo font match nul, 1 but partout. Il faut préciser tout simplement que les équipes historiques sont toutes en difficulté. Dans la zone CED, la zone sud bien sûr du pays, AS Police s'est imposé à la jeunesse sportive de Huida, 1 but contre 0. À Inorvi s'est incliné à domicile 2-0 face à l'équipe de l'association sportive de la vallée de l'Ouémé Asvo. Avant coup, Omnisport et Adjidja FC se séparent 2-2, 1 but partout. Il faut noter la victoire de Aziza face à Jeff AFC et puis Étoile Filante aussi qui s'incline face à la Jeunesse Athlétique de Ketou, 2-0, Tanguy. Voilà pour ce qui concerne ces différentes explications. On va toujours rester au pays pour parler cette fois-ci des tournois de proximité. La Ligue de Zopa a été lancée, c'était hier à Zondia. Tout à fait, Ali Momoni, la nouvelle saison de la Ligue de Zopa, l'association sportive et culturelle de Zopa qui a été lancée avec 3 rencontres disputées lors de la première journée. Au finish, il faut retenir que c'est seul Royal FC qui a pu quand même s'offrir les 3 premiers points de cette nouvelle saison. Royal FC qui est d'ailleurs tenant du titre. Voici le résumé de cette première journée. Nouvelle saison de football des jeunes du quartier Zopa dans la commune d'Abomey-Calavi. Tous les membres de cette association sportive et culturelle répondent à l'appel pour la 4e édition. À cette première journée, chaque équipe forme ses quartiers pour se mettre en condition. Les oranges ici sont les aigles. Ils seront les adversaires de l'équipe championne en titre, Royal FC à l'ouverture. Dans le programme, 3 rencontres sont prévues pour cette première journée et elles vont toutes se dérouler sur ce terrain de l'école primaire publique Sundia 2. Voici l'une des explications les plus attendues de la Ligue de Zopa. Au coup d'envoi, c'est Aigle FC qui engage, mais très vite, l'adversaire Royal FC habillé en noir va prendre la possession. Aucune des deux équipes ne parvient à trouver le chemin des filets lors du premier acte. Mais au cours de la deuxième mi-temps, les Noirs prennent l'avance et finissent par s'imposer 1-0 au bout des 70 minutes de jeu. Nous avons eu un adversaire qui était vraiment redoutable. Ils ont fait le jeu, mais malheureusement, on leur a pris le point. C'est une joie pour nous de commencer sur de bons matchs. Et on espère qu'on aura la victoire finale et on va remporter le trophée. Il y a 10 matchs en jeu, on vient de perdre le premier. Ce n'est pas encore la fin du monde. Je crois qu'on a encore 9 matchs, devant nous. Je crois qu'on va se remobiliser dès lors qu'on a compris là où on a mal fait. Je crois qu'on va se remettre en cause, se remettre à travailler et espérer que à la fin on ait de meilleurs résultats. Sur le deuxième terrain, Lyon FC de Zopa et Légende FC n'ont pas su se départager. Les deux équipes se neutralisent sur le score de 0 but partout. Il n'y a pas non plus eu de but dans la 3e explication entre Tigre FC et Arc-en-Ciel. Les champions de la saison dernière, qui remettent les titres en jeu, restent les seuls en tête de classement après la première journée.
Voilà donc ce qu'on peut retenir de cette ligue, notamment de Zopa, qui a été lancée hier à Bien entendu, Tanguy, votre équipe a perdu. Oui, ça arrive. 0, je dirais contre toute attente. Il faut être un peu honnête, c'était un peu la fatigue qui a pris. Par là, après la première période, il faut préciser que l'association sportive et culturelle de Zopa, c'est un creuset de jeunes qui se sont fixés des objectifs, accompagner les jeunes frères qui ont encore du talent. Et c'est ce que va nous expliquer le secrétaire général de cette association, Marc Goudjanou. Aujourd'hui, nous avons une particularité au sein de notre association, c'est-à-dire que nous organisons au sein de l'association une ligue interne qu'on appelle la Ligue de Zopa. Donc, il faut remarquer que nous avons 6 équipes au niveau de l'association, d'accord? Et ces 6 équipes, ils s'affrontent en match aller-retour, comme dans les grands championnats et un peu partout. Et à la fin de l'année, on comptabilise l'équipe qui a le plus de points et c'est elle qui repart avec le trophée. Et il y a la seconde équipe qui repart avec le trophée du deuxième et il y a également le trophée du troisième. D'accord. Et en dehors de ça, nous avons le trophée du meilleur buteur et également les médailles pour remercier quand même tous les meilleurs joueurs et tous les meilleurs coachs. Et voilà, l'objectif, c'est de pouvoir permettre quand même à tous ces jeunes qui sont dotés de talent, de pouvoir quand même faire éclore leur talent de foot au sein de l'association. Et pourquoi pas faire valoir ces talents, en tout cas dans d'autres compétitions également, parce qu'il faut remarquer qu'au cours de cette ligue, nous invitons des personnalités quand même qui sont également dans le milieu sportif et également dans d'autres milieux, d'accord, qui puissent quand même arriver à déterminer ou à sélectionner des joueurs, des pépites qui peuvent encore exploiter sur d'autres terrains. L'autre objectif, c'est également continuer à organiser des activités au sein de l'association pour pouvoir donner plus de notoriété à l'association. Allez, on va parler toujours football, mais cette fois-ci, direction le Ghana pour parler des Jeux africains qui ont connu leur épilogue ce week-end. Au niveau du football, donc comme je le disais tantôt, le Sénégal a disputé les rencontres. La 3e place, c'était face au Congo, rencontre qui s'est soldée par la victoire des Lions de la Teranga, 2-0. Les jeunes de moins de 20 ans, bien entendu. La finale a mis aux prises l'équipe ghanéenne face à celle de l'Ouganda. 1-0 pour les Black Stars qui se sont imposés, alors qu'on espérait voir une formation ougandaise qui a fait carton plein, Tanguy, lors de la première phase de cette explication, même lors du demi-finale, s'imposer facilement. On passe au handball maintenant pour parler au niveau des hommes. On avait le Cameroun qui était face à l'Algérie pour les rencontres de la 3e place. On espérait quand même voir une formation béninoise. Là, on est au niveau des dames. Le Cameroun s'est imposé 29-21 face à l'Algérie et puis l'Angola en finale à poule dessus sur la République démocratique du Congo. C'était chez les hommes qu'on voyait donc le Bénin remporter ne serait-ce qu'une médaille, mais ce n'est pas arrivé puisque le Bénin s'est incliné face à la formation nigériane. Score à l'arrivée 38-20 pour les Super Eagles de Nigeria, mais du côté de la finale, c'est l'Égypte qui a remporté. On l'avait prédit, juste Tanguy, pour cette formation égyptienne qui reste meilleure aujourd'hui sur le continent. Avec ces 3 titres continentaux remportés de façon consécutive. On va terminer et faire le point de la participation des Guépards du Bénin à cette compétition. Désormais, c'est 3 médailles tout en or remportées par le Bénin qui est désormais placé à la 19e place au classement général. La dernière remportée par Odile Aranwano en image. Comme vous pouvez le constater, c'était dans l'épreuve de l'heptathlon. Mais avant, il y a eu la jeune Marie-Rose Laleye qui a d'abord fait honneur au Bénin avec ses 2 médailles remportées au niveau du bras de fer, aussi bien dans l'épreuve de la main gauche que de la main droite. Il y a eu également la performance de la team de Scrabble composée de Nicanor Kovi, Carnot Atimadje Gagné, on a réussi ici sur le plateau la semaine dernière, et Jevron Tiakpe. C'était en démonstration puisque cette épreuve ne fait pas partie des disciplines prises en compte pour ces Jeux africains. Et donc, les Scrabbleurs se sont offerts 4 médailles, dont 2 en or et 2 en argent lors de ces Jeux africains de 2023, ce qui fait un total de 7 médailles pour le Bénin. Tanguy, c'est l'essentiel pour sport ce matin.
On se retrouve demain. Merci beaucoup, Ali Moumouni. Vous passez une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, j'ai annoncé la partie discussion sur ce plateau concernant l'actualité au Sénégal. C'est la présidentielle. Comme vous le savez, les Sénégalais étaient aux urnes hier dimanche pour choisir le successeur à Macky Sall. Comment cela s'est passé et surtout quelle projection il faut faire, je dois dire, de l'après Macky Sall. Ce sont les axes de discussion autour desquels mes deux invités sont déjà installés. Voici le plateau invité. Justement, pour faire les échanges, j'ai deux invités ce matin. Rudolf Karl, journaliste béninois, cheval sur Cotonou et Dakar. Rudolf Karl, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy Agoy. Ancien journaliste de Canal 3. Hein? Absolument. Bienvenue. Merci beaucoup. En face de vous, on aura donc spécialiste des questions internationales, Hamzat Ablaï. Monsieur Ablaï, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Nous allons ensemble scruter un peu l'actualité autour de la présidentielle au Sénégal et surtout avec ce vote intervenu dans le calme hier, faut-il le dire, après de nombreuses péripéties. Alors, pratiquement 24 heures après le vote, on a comme un calme, même si l'opposition semble tenir le bon bout, comme chacun le dit là-bas à travers les successions de déclarations et de félicitations à l'endroit donc du candidat Faye. Doit-on déjà dire qu'on connaît à peu près l'issue éventuelle de cette consultation-là, Karl? Je pense que oui, parce qu'à la lueur où les choses se passent depuis hier soir, ce serait vraiment avec grande surprise qu'il y aurait un retournement de situation. Bon, comme on l'a vu, il y a au moins 7 candidats qui ont déjà appelé Bassirou Diomaye Faye ou qui ont fait des déclarations pour le féliciter. Et dans ces 7 candidats, il est important de préciser que Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar et l'homme qui est donné comme 3e des tendances qu'on connaît actuellement, aussi a félicité le candidat de l'opposition. Je pense que on va le dire, sans se tromper, les jeux sont faits, quoi. Hier, par exemple, le candidat du parti au pouvoir, de la coalition au pouvoir, Amadou Ba, l'ancien Premier ministre, a convoqué la presse pour faire une déclaration parce que selon les informations, lui n'est pas trop d'accord pour cette issue. Il attend un second tour. Et finalement, les journalistes ont été convoqués pour 0 à peu près. Ils ont attendu jusqu'à tard dans la nuit, près de 2 heures du matin, avant qu'ils ne sortent pour faire une déclaration pour dire qu'il est en train toujours d'observer la situation, qu'il va se prononcer définitivement vers midi aujourd'hui. Oui, déjà, la première chose qu'il faut noter, c'est que l'organisation des élections a été une organisation quasi parfaite. On s'y attendait très peu dans la mesure où il y avait très peu de temps pour organiser tout cela et encore plus avec la dynamique préélectorale qui annonçait peut-être un cataclysme durant ces élections, ce qui n'a pas du tout été le cas. Deuxième chose, je pense qu'au niveau des élections, c'était une élection par procuration, je vais dire des deux principaux têtes d'affiche, des deux principales têtes d'affiche, j'allais dire. De la scène politique sénégale. Exactement, en l'occurrence Ousmane Sonko et Macky Sall. Alors, c'était une élection par procuration dans la mesure où Amadou Ba représentait la continuité du système Macky Sall et de l'autre côté, vous avez Diomaye Faye qui est le bras droit d'Ousmane Sonko vu qu'il était inéligible à cause de cette décision du Conseil constitutionnel. Alors, ceci étant, c'est que les élections sont bien déroulées et aujourd'hui, je pense qu'il faut être très prudent par rapport à la finalité. Et c'est vrai que je pense dès le mardi, les premières tendances vont tomber, les tendances officielles vont tomber. Donc, je suis complètement d'accord avec Amadou Ba. Quand il y a élection, il faut attendre la voie, je vais dire, officielle des tendances déjà, et ensuite attendre la confirmation officielle de la commission. Mais c'est déjà une nouveauté. Alors, ce n'est pas en soi une nouveauté dans la mesure où au Sénégal, les institutions ont toujours respecté les lignes directrices et je pense que dans ce sens principal des choses, il faudrait respecter les institutions qui sont mises en place pour que les faits ou plutôt la voie électorale puisse... Je parlais de nouveauté parce que d'habitude sur le continent africain, c'est toujours le pouvoir qui réclame la victoire au premier tour et c'est l'opposition qui, ma foi, demande d'attendre et réclame un second tour. Là, on est dans un schéma assez inédit. Oui, vous savez, nous sommes face à une phase, je vais dire, inédite du Sénégal en matière électorale, dans la mesure où vous avez tout un système
qui est en train d'être mise à la porte. Vous avez Macky Sall qui, d'une certaine façon, a été victime de sa propre politique durant ces 2 mandats. Et Amadou Ba, son dauphin, malheureusement, pourrait subir les affres de cette politique que Macky Sall a mise en place. La deuxième chose, je finis là-dessus, c'est que la spécificité de ces élections fait en sorte que l'opposition, justement, a le vent en poupe, dans la mesure où vous avez un leader de l'opposition, un leader de tout l'appareil de l'opposition au Sénégal qui a été mis en prison pendant des mois exactement, et qui a vu toute la foule ou toute la population sénégalaise se lever en masse pour défendre sa cause, et il y a eu des morts. Et je pense que les Sénégalais ont surtout la mémoire de ces faits, et aujourd'hui, Macky Sall en paye les frais. Et c'est normal, d'autant plus que cette classe de l'opposition aujourd'hui revendique une certaine victoire. Mais il faut attendre vraiment les voix officielles pour revendiquer une couronne. Et élection par procuration aussi, ou élection par défaut? J'ai l'impression que, à défaut d'avoir l'élément... Non, moi je ne vais pas parler d'élection par procuration, je parlerai plutôt de candidat par défaut. Par défaut. Le candidat de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye, c'est un candidat par défaut. C'est un monsieur qui, il y a 8 mois, ne pensait pas qu'il serait aujourd'hui dans la peau du futur président du Sénégal. Il est plutôt très chanceux parmi tous les acteurs sur la scène aujourd'hui. Donc c'est un peu comme ça. Comme le dit Hamzat, oui, les organes officiels, la Sénat notamment a fait un communiqué pour dire que c'est à elle seule que revient le droit de proclamer les tendances officielles. Mais après mais la presse sénégalaise a déjà fait le travail. Ça a toujours été le cas au Sénégal. À la fermeture des bureaux de vote, vous suivez en direct à la radio les premières tendances sorties des urnes parce qu'il y a des PV, tout est affiché quand ils finissent les dépouillements devant les bureaux de vote. Et chacun peut avoir une idée. Ça a toujours été le cas. En 2012, quand Macky Sall venait au pouvoir, c'était à peu près la même chose. Au premier tour, on savait qu'il y aurait un second tour entre lui et Abdoulaye Wade, et puis au second tour, on savait déjà qu'il avait gagné les élections. Donc, ce ne sera que confirmation de ces premières tendances. Moi, je ne vois pas comment les choses peuvent changer. À la où les résultats tombent depuis hier, tout est terminé. On attend la compilation que des organes... Alors, une chose est sûre, c'est qu'on va fermer la page Macky. En tout cas, lui, en tant qu'individu, est-ce que ça va se poursuivre autrement ou pas? Comment est-ce que vous voyez le schéma post-Macky? Alors, déjà, post-Macky, moi, je fais partie de ceux qui pensent que le futur président va arrêter d'un gâteau empoisonné, dans la mesure où le tissu social sénégalais est déchiré en 1000 morceaux, le tissu politique également est fracturé. Donc, le nouveau président aura fort à faire, dans la mesure où il va falloir remettre tout à plat, faire une sorte de tabula rasa, en sorte qu'il y ait un véritable dialogue et discours politique unifié, faisant en sorte que tout le monde se sent inclus dans ce nouveau processus politique. La deuxième chose, c'est que, vous savez, vous ne pouvez pas gouverner si vous n'avez pas une majorité à l'Assemblée. Et aujourd'hui, le débat va se poser. Alors, il y a eu un ralliement de la dernière minute de Karim Wade à Ousmane Sonko. Ce qui peut faire bouger les choses aussi au niveau du Parlement. Exactement. Ça risque de faire énormément bouger beaucoup de choses, dans la mesure où Macky Sall, en 2012, lors des élections législatives de 2017, j'allais dire, avait une majorité écrasante, environ 125 députés. Ensuite, les dernières élections en 2022 ont vu une majorité relative, dans la mesure où il avait obtenu avec difficulté une majorité de 83 contre une majorité de... Une juste majorité, quoi. Une majorité de justesse. Un seul député en réalité. Et ça va être la question clivante pour l'après, c'est-à-dire si le nouveau président il est élu, il va falloir recomposer avec les forces politiques pour gouverner. Et pour gouverner, il faut une majorité. Compliqué ou pas compliqué? Compliqué dans la mesure où, dans le cas de figure où Diomaye Faye arrive à être élu, dans ce cas de figure précis, il pourrait avoir une dissolution de l'Assemblée s'il n'arrive pas à avoir la majorité, dans la mesure où... Mais je pense qu'on en est bien loin, dans la mesure où aujourd'hui Karim Wade a rallié, et Karim Wade, avec sa coalition au sein de l'Assemblée, Walou Sénégal, c'est environ 23 députés. Je pense que c'est pas... Bon,
moi je pense que les choses ne seront pas aussi compliquées ou ne seraient pas aussi compliquées parce que les politiciens savent toujours se repositionner. Si vous voyez un président qui gagne les élections au premier tour, bon, vous n'allez pas vous mettre en travers de son chemin parce que c'est un plébiscite en quelque sorte. Pour quelqu'un qui n'a pas une carrière politique, que le peuple a décidé d'accompagner de cette façon, rapidement ils vont se repositionner. En Afrique, quand un parti perd le pouvoir, il se délite complètement, clair, hein. Et les députés qui ne vont pas, parce que quelqu'un qui vient au pouvoir avec cette majorité, il a le vent en poupe, et puis rapidement il peut vous créer des problèmes. On sait, la politique c'est ce que reste ce qu'elle est. Maintenant, comme il le disait, Wallis-Sénégal à l'Assemblée nationale, avec les députés du PDS, on a aussi les députés de Yewi Askanoui qui sont de la coalition de Ousmane Sonko. Il ne faut pas oublier aussi les députés de Khalifa Sall, parce que ce sont ces trois-là qui ont constitué de l'alliance qui a failli arracher la majorité à la coalition au pouvoir à l'Assemblée nationale. Donc, actuellement, ils sont en difficulté. Quand ils sont arrivés à l'Assemblée nationale, ils ont eu des problèmes pour s'entendre, chacun allait de son côté. On a vu le dernier épisode avec les députés de Karim Wade qui se sont alliés au pouvoir pour tenter de chambouler le jeu électoral. Ça n'a pas marché. Donc, le camp de Sonko sort grand vainqueur. Et quand vous voyez les ralliements de dernière minute qu'il y a, tout le monde veut le rejoindre. Tout le monde ou presque veut le rejoindre. Et les heures qui vont suivre vont faire que rapidement les choses vont se clarifier parce qu'il ne faut pas l'oublier. Amadou Ba est le candidat de la coalition au pouvoir, mais il ne fait pas l'unanimité. Il a fallu que le président prenne son bâton de pèlerin pour concilier les positions et appeler les gens à le suivre. Les gens sont allés derrière lui malgré eux. Donc seule la victoire est belle. Maintenant qu'un échec se dessine, les dissensions vont commencer à, je ne sais pas, on va commencer à constater rapidement les dissensions. Ça va alléger un peu la tâche. Ça va alléger un peu la tâche. Ce qui est sûr, comme l'a dit Hamzat, il y aura un travail de reconstruction à faire parce que le Sénégal a connu pendant ces 12 dernières années de pouvoir de Macky Sall, un profond déchirement, une vie politique très difficile, l'état de droit a été maltraité, donc il faut revoir tout ça. Et actuellement, je peux vous dire que dans la société civile, il y a beaucoup de groupes organisés, des personnalités de renom, les Abdoulaye Bathily, des personnalités de renom de la société civile qui sont actuellement en pleine réflexion pour voir comment faire pour relancer le pays, pour colmater les brèches. Oui. Est-ce qu'on ne va pas vers une errance, je dois dire, à la tête de l'État quand on voit un peu le parcours de celui qui, ma foi, est en train de prendre le devant, je dois dire, de cette élection, très peu connu pratiquement sur la scène politique, il y a 8 ou 9 mois, il ne savait pas qu'il serait dans ce rôle, par exemple, très peu d'expérience politique. Est-ce que ça va pas peut-être un certain Sonko en train de gouverner le Sénégal de loin ou de très proche aussi, Hamzat? Déjà, moi je trouve, je ne partage pas votre avis dans la mesure où Diomaye Faye représente aujourd'hui ce qu'est la vie politique au Sénégal. La jeunesse sénégalaise. Il porte les idées de cette jeunesse qui ne se sent plus impliquée à travers cette gouvernance de Macky Sall qui fut un échec. Aujourd'hui, je n'avais pas pu le rappeler, c'est-à-dire il y a eu une crise institutionnelle qui a entamé en réalité la confiance de la population vers les institutions. La réalité des choses, c'est que le Sénégal a toujours été cet exemple de la démocratie, en sorte que c'est surtout vers ces institutions qu'elles pouvaient se rebiffer dans la mesure où les institutions ont toujours été fortes et se sont perpétuées à travers Senghor, Abdou Diouf ou Abdoulaye Wade et même en 2012 avec Macky Sall. Les institutions étaient très fortes, mais sous Macky Sall, aujourd'hui, il y a eu une perte, je vais dire, de cette confiance vers ces institutions. Alors, ça, avec Faye, est-ce qu'on aura une personnalité politique qui tient la gouvernail? Si il est élu et que ça se confirme officiellement, ce sera une première. Déjà, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu un poste gouvernemental. C'est une première parce que tous les anciens présidents du Sénégal sont toujours passés par une voie nominative ou une voie électorale. Ça s'est toujours vu, de Senghor même à Macky Sall, en passant par Abdou Diouf ou Maître Wade. Donc, je trouve que c'est une première, quelqu'un qui n'a jamais été élu, qui n'a jamais été membre d'un gouvernement. Et ça annonce plutôt quelque chose de nouveau, un renouveau. Mais je ne pense pas que ce ne sera pas forcément une gouvernance par procuration, parce que c'est vrai, il y a l'ombre d'Ousmane Sonko qui est derrière. L'ombre d'Ousmane Sonko risque d'être
pesante, il faut le dire. Omniprésente. Pesante, plutôt les premières années, ça pourrait être le cas. Mais je pense que l'histoire politique en Afrique a toujours montré qu'un président élu arrive toujours à se démarquer après 2 ou 3 années. Donc, je pense que ça va être une sorte de cohabitation, je crois, disons les thèmes tels. Sonko pourrait finir Premier ministre parce que les prérogatives de constitutionnel permettent justement au président élu, en l'occurrence Diomaye Faye, de pouvoir de pouvoir le nommer comme Premier ministre. Mais je pense que ça va être une relation qui ne va pas durer longtemps. Moi, déjà, je pense que ce serait une très grave erreur de nommer Sonko Premier ministre parce que Sonko est une tête forte, une personnalité forte. Pour que ce jeune président ait les mains libres pour travailler, moi, si j'étais un conseiller, je lui aurais demandé de nommer peut-être Ousmane Sonko comme conseiller à la présidence, le mettre dans l'ombre pour travailler. Le faire peut-être président de l'Assemblée nationale. Oui, c'est une possibilité, s'il le veut, pourquoi pas. Mais dire que il sera un président par procuration, je ne pense pas trop. Parce que quand vous entendez leur discours, ils disent leur personnalité ne compte pas. Eux, c'est le projet. Ils disent le projet, même si on amène là un kidam que personne ne connaît. C'est bien beau quand on le dit, qu'on on attend de les voir à l'œuvre, justement. On attend de les voir à l'œuvre. Ils parlent du projet. Eux, ce n'est pas leur personne qui compte. Quand Sonko n'a pas pu se présenter, Diomaye Faye n'a pas été le seul candidat qu'il a mis en scène. Sonko avait 3 candidats en escalier, vous voyez. Si Diomaye Faye, qui était en prison comme lui, en ce moment-là, avait été condamné entre-temps et ne pouvait pas concourir, il y avait 2 autres candidats qui étaient, eux, tout à fait neutres, des pièces de rechange. Ils ont un projet qu'ils disent-ils, n'importe qui va venir, il y a un projet qu'il va défendre. Ça, c'est les discours. Maintenant, à l'œuvre, qu'en serait-il? Là est la grande question. Là est la grande question. Moi, je pense que, Sonko, c'est quelqu'un, si je suis à sa place, je verrais que, j'ai fait un combat et à la fin, pour moissonner, c'est quelqu'un d'autre qui vient récupérer les fruits. C'est un peu comme ça. C'est difficile d'être dans sa position aujourd'hui. Maintenant, c'est à ce moment qu'on verra si c'est un véritable leader qui sait se mettre à l'écart pour laisser l'autre diriger. Après tout, il aura son mot à dire, mais il ne doit pas considérer l'autre comme un exécutant des ordres de tout ce que lui a préparé pour diriger le pays s'il était arrivé au pouvoir. Quand on dit que les institutions sont fortes au Sénégal, moi je mets un peu de bémol. Au Sénégal, ce qui sauve la démocratie, c'est le peuple. On l'a vu. Actuellement, s'il n'y avait pas cette mobilisation populaire, je ne suis même pas sûr que le Conseil constitutionnel aurait pris les décisions qu'il a eu à prendre ces derniers jours. C'est parce qu'il y a une pression populaire intense que le président a été obligé de lâcher l'affaire. C'est le peuple qui a toujours défendu la démocratie. On l'a vu en 2012, 2011 dans ce pays, quand Abdoulaye Wade avait fait voter son ticket présidentiel à l'Assemblée nationale, c'était presque passé. Si le peuple ne s'était pas mobilisé, aller à l'Assemblée nationale, menacer les députés, faire du grabuge autour de l'Assemblée nationale, ce serait passé. Et lui, il va reprendre le pouvoir et le remettre à son fils après. Donc les institutions suivent plutôt la tendance du peuple. La justice a été malmenée, tout. Si les institutions étaient vraiment fortes, tout ce qu'il y a eu contre les opposants, on n'en serait pas là. Une précision. Rapidement. Par rapport à ce qui vient d'être dit, une précision. Je ne dis pas que les institutions ne sont pas ce qu'elles ne sont pas, justement. Je pense que les institutions sont restées fortes jusqu'à Macky Sall. C'est juste après Macky Sall qu'il y a eu cette crise envers les institutions. Alors, on va parler justement par rapport à la politique intérieure du Sénégal. Voyons maintenant à quoi ça peut ressembler, à la fois dans la sous-région et au-delà. On connaît un peu le Sénégal comme étant, en tout cas, l'un, je dois dire, des ponts qui favorisent la continuité de la collaboration telle qu'elle est établie depuis des lustres entre la France et ses anciennes colonies. Macky Sall va partir, c'est Faye qui va probablement, je dis encore probablement, prendre, je dois dire, le pouvoir. Et quand on connaît un peu la posture de celui qui a soutenu sa candidature par rapport à cette affaire de France-Afrique, quand on a vu un peu, je dois dire, l'attitude de la jeunesse sénégalaise, on se dit que ça va être chaud. Oui, ça sera vraiment chaud, mais je pense que ils vont quand même mettre un peu d'eau dans leur vin. Ils n'iront pas à l'affrontement contre le partenaire français. Mais c'est le style qu'il a emporté avec Ousmane Sonko auprès de la jeunesse. Oui, vous le disiez. Il y a le discours et il y a les actes.
On attend de les voir à l'œuvre. Moi, en tout cas, je ne pense pas, parce que la France a trop d'intérêt au Sénégal. Les deux enfants chéris de la France dans l'Afrique de l'Ouest, vous le savez, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. La France qui vient de perdre le Niger, la France qui a perdu le Mali, la France qui est en train de perdre pied un peu partout, le Burkina Faso ne peut pas laisser le Sénégal lui échapper comme ça. Ils seront obligés de négocier. Ils ne vont pas être aussi radicaux, catégoriques comme ils l'ont été au Niger ces derniers temps. Au Sénégal, ils vont négocier. Je pense que ça a commencé. À un certain moment, Ousmane Sonko avait un discours très tranché contre les Français. Tranché, oui. Mais ces derniers temps, on a vu qu'il a commencé à diluer un peu sa position. Donc, des passerelles de négociation ont certainement été établies. Et puis, quand il gagne le pouvoir comme il a gagné, quand il sort de prison comme il a fait, c'est certainement qu'il y a eu des négociations entre lui, des accords secrets, je dirais, entre lui et Macky Sall, et puis pourquoi pas entre lui et les Français. Parce que les Français ont eu, dès le départ, quand il a commencé, quand on a constaté que c'était vraiment une menace contre les intérêts de la France, ils ont eu une communication très outrancière et vraiment pour diaboliser Ousmane Sonko. Ça a été vu, on l'a présenté comme un salafiste, un ci, un ça. Mais au dernier moment, il a commencé à passer sur les médias français. C'était pas le cas. Donc la place à la négociation. Oui, je pense que ça va être d'ailleurs je dois dire une priorité pour les Français, surtout quand on sait que, je dois dire, le symbole même, ou l'un des derniers symboles de cette France-Afrique reste le franc CFA, la monnaie que nous utilisons, et nous savons un peu que le Sénégal quand même abrite, je dois dire, le siège de cette organisation qui pilote cette monnaie. Ça va être vraiment chaud, non? Écoutez, je pense qu'au vu de la situation au Sénégal, la priorité aujourd'hui, ce n'est pas d'amorcer un bras de fer avec la France dès les premières heures de la nouvelle gouvernance du nouveau président élu. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a un tissu social à réparer. Et ça ne va pas prendre une année. Ça risque de prendre plusieurs années. Il y a un tissu politique également à reconstituer. Ça, c'est une priorité. Et il y a également le bilan économique lié au taux de chômage assez élevé que Macky Sall a laissé traîner derrière lui, qu'il va falloir réparer. Donc, c'est vrai que le PASTEF, avec la personne et de Sonko, de Diomaye Faye, a un programme. Mais ça risque d'être très difficile à relever ce programme dans la mesure où il va falloir avoir du temps matériel pour mettre en œuvre ce programme. Or, il y a des priorités qui étaient déjà présentes. Donc, la réalité de la gouvernance va rattraper le futur président, d'où ce gâteau empoisonné dont je parle. Et je finirai là-dessus en disant, malheureusement, Macky Sall sort par la petite fenêtre parce qu'il a laissé le Sénégal dans un état qui n'était pas nécessaire. En réalité, en lambeau, c'est un peu plus difficile à dire, mais je trouve que le Sénégal est dans un état très complexe aujourd'hui et le nouveau président risque de relever un défi très compliqué et le danger n'est pas loin. Il y a un proverbe africain qui est l'expression même de la sagesse qui dit on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence, et ça, Macky Sall ne l'a pas servi du tout. On l'observe, le Sénégal à travers peut-être la France et les relations françaises en Afrique, mais on peut s'interroger aussi sur ce que la CEDEAO peut devenir avec justement ce changement au niveau du Sénégal, parce qu'on connaît aussi le poids du Sénégal au sein de cette institution. Voilà. On l'a vu, le PASTEF, dans toutes les crises qu'il y a eu, coup d'État au Mali, Burkina, au Niger, on a vu la position qu'ils ont eue vis-à-vis de la CEDEAO. Ils ont dénoncé, même condamné toutes les positions que la CEDEAO a prises, estimant qu'elle ne devait pas procéder comme ça, qu'il y a des réformes qu'il faut faire au niveau de la CEDEAO avant de lutter contre les coups d'État, parce que c'est... Donc, il y a tout ce problème-là à régler. Maintenant, quand vous êtes dans ce manteau de chef d'État et que vous allez siéger là-bas à la conférence des chefs d'État, plus ou moins, vous devenez sage. Vous voyez? Donc, ils ont vraiment un discours de rupture, un discours radical, mais moi, je pense vraiment qu'ils auront-ils les moyens vraiment? Non, ils vont, à la rigueur, ceux qui ont cru en ce discours risquent d'être déçus. On attend de voir, parce que ce n'est pas du tout facile d'opérer une rupture aussi radicale pour un pays comme le Sénégal, qui est un pays de grande collaboration, les Occidentaux se sentent comme chez eux à Dakar. Maintenant, le discours qu'ils ont eu, le PASTEF a eu, quand il y avait les manifestations, on détruisait tous les intérêts français, les stations Total, on cassait tout. Maintenant,
ces gens-là tiennent quand même quelque part l'économie. L'économie du Sénégal. Est-ce qu'on va donner acte, comment dit-on, laisser ce discours-là s'opérer? Je ne pense pas. Ce que je voulais dire, le Sénégal est à un tournant, à un virage qui n'a pas le droit de rater. Nous avons un pays qui a découvert d'énormes quantités de gaz et de pétrole qui doivent commencer à être exploités dans quelques mois si tout va bien. Donc, le pétrole et le gaz, souvent, c'est des bénédictions, mais quelque part, c'est du poison, c'est des malédictions pour le pays. Donc, tout les aubaines maudites. Voilà, ça justifie toute la bataille qu'il y a eu entre Sonko et Ousmane Sonko et Macky Sall. Parce que Sonko a estimé que Macky Sall et son frère Aliou Sall ont vendu le pétrole du Sénégal, les ressources qui n'ont même pas encore été exploitées. Donc, il y aura beaucoup de choses à faire. On va finir là-dessus, oui. Écoutez, les États n'ont pas d'amis. On connaît la vieille formule. Les États n'ont que des intérêts. Et je pense que c'est de ça que discutera justement le nouveau président élu avec la France, surtout parce que la France c'est un partenaire conséquent, ça on ne peut pas le nier. Et en matière d'État, c'est vrai, c'est pas dans la rue qu'on règle les problèmes d'État, non, je pense que c'est dans la diplomatie, surtout dans la diplomatie de connivence, qu'on règle ce genre de choses. Et je pense que le Sénégal va privilégier ses intérêts. Et si les intérêts convergent vers la France, évidemment, le Sénégal va serrer la main à la France en négociant, surtout de la meilleure manière cette fois-ci. Et si les intérêts du Sénégal convergent ailleurs, il va falloir faire des choix ailleurs également. Et c'est ça l'État en réalité. Ouais, et ça rejoint cette facilité de choix, cette indépendance de choix. C'est en fait la question parce que les Africains ont toujours voulu négocier. C'est le nouveau monde. Remarquez autour de nous, autour du Bénin, au sein même de la CEDEAO, il y a ce changement qui se matérialise aujourd'hui. On parle du multi-alignement à l'indienne, un peu comme le défend le premier ministre, enfin le ministre des Affaires étrangères indien Jai Shankar Subramanian, qui est un peu le vecteur de ce multi-alignement, c'est-à-dire vous pouvez négocier avec la Russie en partenariat en tête-à-tête le matin, l'après-midi converger vers la Chine et le soir dîner avec la France. Donc c'est en fonction des intérêts désormais qu'il faut converger, qu'il faut aller. Et c'est ça aujourd'hui le véritable défi des États africains. Et je ne pense pas que Sonko aujourd'hui puisse aller vers une rupture radicale, encore moins Diomaye Faye, vers une rupture radicale, parce que les intérêts du Sénégal sont en jeu. Et ça, Rodolphe c'est l'affaire de tous. Maintenant. Oui. Sonko, il ne faut pas qu'on se trompe, hein. Diomaye Faye est présenté comme étant plus dur, plus radical que Ousmane Sonko. L'autre, c'est parce qu'il était dans la lumière qu'on pensait. Okay. Mais selon ce que la presse sénégalaise dit, Diomaye Faye est plus dur, plus radical que Ousmane Sonko. Alors, si vous constatez bien, les pays qui ont opéré ces ruptures radicales, on dénonce les accords, c'est des militaires qui sont à la tête. Dans le cas où nous parlons, il n'y a pas encore un civil qui est allé aussi loin. C'est les pays où il y a des régimes militaires avec des transitions. Ils pensent qu'ils ont le pouvoir de tout faire parce qu'ils ne vont pas faire carrière dans la politique. Mais les autres, ils sont obligés de négocier s'ils veulent continuer à jouer sur la scène politique. Parce que ces puissances-là, elles ont 1000 moyens pour vous nuire quand vous voulez leur tenir tête. Donc, ils seront forcément, selon moi, obligés de négocier. Maintenant, ce que je veux dire pour rapidement terminer, Ousmane Sonko, si ce camp-là vient au pouvoir, Tanguy, c'est une bonne partie de la classe politique au Sénégal qui sera mise à la retraite. Ceux qui sont de l'ère des indépendances, avec Macky, ses soixantenaires, ils seront tous mis à la retraite parce que c'est une jeune génération. Il faut un renouvellement de toutes les façons. Oui, c'est clair. Si j'arrive au pouvoir maintenant, c'est un renouvellement. Les Ignace et autres là, tout. Rodolphe Karl, journaliste béninois, merci beaucoup d'être venu sur mon plateau. Je vous en prie. En face de vous, Hamzat Tablaï, spécialiste des questions internationales. Merci beaucoup d'être venu. Bonne journée à vous deux. Alors, messieurs, on va marquer la pause maintenant. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement.
C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Voici pour l'instant un commentaire de ce matin. On va parler de ces citations de candidature pour 2026. Ça hésite, ça tâte le terrain, ça ronchonne en coulisses, mais ça n'ose pas en public. Hein. En tout cas, et notre commentateur qui se demande ce matin si c'est un terrain glissant. Allez, Franck Anou, bonjour. Bonjour Tanguy. Susciter la candidature au Bénin maintenant, c'est visiblement risqué. Hein. Oui, c'est une aventure périlleuse, Tanguy, pour ceux qui l'ont fait jusque-là et qui occupent le terrain. C'est bien passé pour eux et c'est tant mieux. Eux, ils peuvent s'en réjouir pendant qu'il est encore temps, mais il n'en est pas autant pour ceux qui couvrent la même envie et qui veulent l'extérioriser. En tout cas, le Creuset, la galaxie des jeunes pour le développement, l'a appris à ses dépens ce week-end, malgré tous les subterfuges qu'ils ont trouvé pour envelopper le projet. Cela leur est revenu en pleine figure et à l'heure où nous parlons, eh bien, ils continuent de gérer les conséquences de ce courage qu'ils ont eu. De quoi s'agit-il? En réalité, il s'agit d'un groupe de jeunes entrepreneurs tels qu'ils se sont désignés qui ont décidé de mettre en lumière les grandes lignes du PAG2, le programme d'action du gouvernement 2. Pour y arriver, ils ont initié une conférence publique à laquelle ils ont convié des cadres à divers niveaux, bref, un parterre de personnes qui occupent des postes de responsabilité dans la République. Tout allait bien jusqu'au moment où le coordonnateur du Creuset Galaxie des Jeunes pour le développement évoque le nom de Johannes Dayon comme étant l'alternative crédible pour 2026. Des déclarations qui auraient surpris plus d'un, j'y arrive, dans la salle, qui n'ont pas du tout aimé les propos de ce coordonnateur. Et ça, on l'a su bien plus tard à travers un communiqué co-signé par 3 cadres qui faisaient partie des invités à cette conférence publique consacrée à l'origine à la vulgarisation des acquis du PAG2. Si on s'en tient au communiqué Tanguy de Urbain
Ahmed Bédi et compagnie, ces jeunes ont eu pour leur compte, si ces cadres en sont venus à rendre public leur désapprobation, tel que ça passe presque en boucle sur la chaîne de télévision nationale, on peut aisément comprendre et même conclure que le sujet de la suscitation des candidatures n'est plus une mince affaire sous le ciel béninois et qu'il faut prendre suffisamment de recul pour le faire. Mais si le communiqué reflétait la vérité, les membres de Galaxie des Jeunes pour le Développement auraient fait preuve de mauvaise foi, d'irresponsabilité et de manipulation. Cependant, cela appelle à plusieurs interrogations. Quelle preuve avons-nous que ces cadres qui cherchent à se disculper à la face du monde n'étaient vraiment pas informés? Pourquoi ont-ils vraiment besoin de se départir d'une telle initiative si l'acte est la plus normale dans un pays de droit? Qu'est-ce qui fait autant peur à Benjamin Dako, premier secrétaire général adjoint du gouvernement, Arnaud Zanou, cadre de la présidence lui aussi, et Urbain Stanislas Ahmed-Bédi, directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, au point de publier un communiqué à la limite menaçant également pour les médias? Des questions dont je recherche toujours les éléments de réponse, Tanguy. Justement, pourquoi cette fixation sur la presse dans ce communiqué-là, Franck? Les médias doivent jouer leur rôle, non? Le mieux, c'est que ces médias n'auraient rien fait s'ils n'avaient pas été invités à cette conférence publique. On dirait que ces cadres n'étaient que les seuls à n'être pas informés du projet que ces jeunes avaient porté, car même déjà la veille, l'information circulait dans les couloirs, mais bien couverte par la pseudo-appellation donnée à l'activité, c'est-à-dire la vulgarisation des acquis du PAG2. C'est bien surprenant à mon avis. Je pense que les médias n'ont pas à payer le prix du non-respect de la discipline du groupe par des jeunes. Le communiqué me paraît si impertinent, notamment dans sa partie concernant la presse, que ce sont ces mêmes cadres qui ont invité les médias. Il n'était pas bien séant qu'on s'en prenne à la presse. Et mieux, la presse, pour jouer son rôle, doit s'intéresser aux trains qui ne sont pas à l'heure. De cette situation, je note deux grandes leçons. La première, c'est que la succession de talons n'est pas encore à l'ordre du jour au niveau de la mouvance. Elle reste toujours un mythe, pas étonnant, puisque même les dernières lois qui ont été votées régissant les activités électorales prônent la force des partis politiques à gérer ce détail. Deuxième leçon, ce dernier cas de suscitation de candidature et les réactions qui s'en sont suivies prouve à profusion qu'il y a un recadrage un peu trop fort dans le milieu politique, sinon à 2 ans d'élections générales qui devront être organisées en 2026, reconnaître en quelqu'un des compétences de diriger le Bénin. On ne comprend pas pourquoi c'est si compliqué. Eh bien, cela me laisse perplexe, mais en même temps, ce peut être une stratégie politique pour éviter que les choses aillent dans tous les sens au niveau de la mouvance. L'opposition, pour le moment, quant à elle, n'en fait pas visiblement encore sa préoccupation. Elle est sur le terrain et mobilise la troupe. Alors, visiblement, l'heure n'est donc pas cette question donc de désignation de candidature, en tout cas. Allez, merci beaucoup, Franck. Bonjour William, bonjour Eric, bonjour Ulrich. Ça devient compliqué, hein, cette affaire de suscitation de candidature. On a compris cette réaction, je dois dire, d'Edgar qui avait été invité pour une participation à présenter, je dois dire, les grands axes de projet de développement de Patrice Talon, Eric. Je peux comprendre l'opposition parce qu'ils se sont sentis un peu floués sur les véritables raisons d'une telle initiative. À la base, ils étaient invités pour présenter des communications, justement, et dans le déroulé de l'activité, ils ont été surpris de ce que, à la fin, il y a un discours plutôt politique qui oriente sur un choix, voyez-vous, et je pense que c'est un peu raisonnable quand on assiste à un événement et qu'à la fin, vous notez un certain nombre de positions qui ne devraient pas justement être portées à l'attention du public. C'est à croire que votre image ou votre personnalité, n'est-ce pas, accompagne véritablement ce choix. Je pense que c'est peut-être cela que M. Benjamin Corvi Dako, M. Arnaud Zanou et Urbain Ahmed-Bédi voudraient véritablement faire passer comme message dans le communiqué, informer l'opinion qui n'était véritablement pas associée à une déclaration de suscitation. Je pense qu'il y a un contexte qu'il faut. Je pense qu'il y a un contexte. Vous
savez, peut-être que pour eux, ils observent peut-être avec beaucoup de regrets les mouvements de suscitation dans un contexte où on donne plein pouvoir aux partis politiques d'animer la vie politique. Il ne revient peut-être pas à un groupe de jeunes, d'individus de s'organiser et puis de porter un choix sur un candidat. Peut-être que pour eux, c'est l'activité des partis politiques véritablement de le faire. Maintenant que nous venons de promulguer, maintenant que le chef de l'État vient de promulguer un code électoral qui renforce davantage les partis politiques, peut-être qu'ils ont estimé que ce n'était pas du tout le bon contexte, que si leur image devrait être associée à une telle activité, ça peut ne pas être bien pour eux, parce que on connaît quand même M. Amembedji qui est membre d'une formation politique. Et cela serait peut-être mal vu de le voir dans une activité pareille. Après, la question que je me pose, et Franck l'a relevé, c'est que ils sont peut-être les seuls à ne pas savoir les réelles intentions des organisateurs pour cette activité, parce que certaines personnes le savaient depuis la veille que cette activité allait finir par un discours politique qui orientait véritablement sur un choix. Et c'est là, moi, je m'interroge. Soit ils étaient véritablement dans le secret de cette déclaration, et peut-être qu'une fois donné, on les a peut-être retorqués, je ne sais pas qui, et puis bon, il fallait quand même poser un acte pour marquer un désaccord. Parce que pour moi, c'est trop facile. Oui. Voilà, Oui. c'est trop facile, quoi. Ouais. Il faut dire que c'est un système qui a été pendant longtemps nourri, entretenu, je dirais même gavé au pays, et de plus en plus on constate que c'est juste que certaines personnes se lèvent et suscitent des candidatures. La procédure, susciter la candidature n'est pas un problème, mais la procédure est souvent biaisée, sans l'avis, sans consulter, sans rien, subitement on se lève, on dit oui, nous suscitons la candidature telle, et ce système, c'est pas d'aujourd'hui que ça date, et même, je dirais plus loin en disant que même Patrice Talon à un moment donné l'objet a été carrément fait par ce système. Il fut un moment où ici, dans ce pays, on en a parlé, il s'est arrivé plusieurs fois. Pourquoi j'insiste sur le fait que ce système est resté pendant longtemps? C'est un système qui, à un moment donné, a été bien entretenu par ces mêmes politiques qui, aujourd'hui, ne se retrouvent plus en odeur de sainteté avec cette politique-là, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se retrouver en mauvaise posture. Non, d'abord vis-à-vis de leur formation politique, mais aussi vis-à-vis du chef de l'État. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La première chose, si éventuellement, parce que là, nous sommes libres d'analyser ça dans tous les sens, qu'ils donnent leur communiqué ou pas, nous, on peut dire que dans un certain temps, ils ne sont peut-être pas informés. Et là, ils ont été pris de coup par ces jeunes qui les ont mis dans une situation un peu indélicate, parce que de par leur présence, il y a une caution morale, une caution physique à ce qui a été dit. Donc, s'ils sont présents et qu'ils ne sont vraiment pas informés à la base, initialement, avant que la déclaration ne soit faite, ça veut dire que, d'une certaine manière, ils ont été trompés. Mais l'autre chose, ils peuvent aussi, comme l'a dit Eric tout à l'heure, être bien informés, être dans les secrets de cette déclaration, de cette position claire, mais à la dernière minute, peut-être qu'ils ont été justement rappelés par des voix plus élevées pour leur dire attention, là où vous allez, c'est pas bon. Et justement pour se dédommager aux yeux du grand Manitou ou aux yeux du peuple, on sort un communiqué pour le faire. Mais l'autre chose qui me fait moi un peu mal, le chroniqueur l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on en vienne à menacer à la limite la presse. La presse est allée faire un reportage, est allée faire un constat de terrain, et le constat a été relayé. Mais maintenant, s'ils se sont retrouvés sur ce terrain, à ce moment-là précis, et que cette déclaration a été faite, je ne vois pas pourquoi on menace la presse. La presse n'a fait que son travail, n'a fait que relayer une information de façon officielle. Mais maintenant qu'ils ont sorti le communiqué, qui peut dire simplement, d'accord, nous ne sommes pas liés à cette activité, nous n'étions pas informés, d'accord, mais aller jusqu'à menacer la presse, moi je trouve qu'ils en font un peu trop, et plus ils en font trop, ça prouve qu'eux aussi, ils ont des choses à se reprocher. Mais pourquoi vous ne voulez pas que, quand on suscite des candidatures, on va à la criette devant Edouard Syriac Dossa et ses autres collègues juges? Pourquoi vous ne voulez pas que des gens aient peur qu'on cite le nom des suscitations de candidature? Oui, mais moi, ils n'ont pas fait de discours, hein, ils ne sont pas allés raqueter. Vous avez dit qu'ils ont raqueté. Enfin, le monsieur qui s'est retrouvé devant Syriac Dossa. Mais avant qu'on découvre,
ces chefs d'accusation. En premier ressort, il y avait que, par voie électronique, il a suscité des candidatures. C'était d'abord... Il y a un meilleur exemple, d'autres ont perdu le poste dans le gouvernement. Justement, d'autres, en défendant l'avenir probable du Bénin aux côtés de certaines personnes, ont dû partir du gouvernement par eux-mêmes, nous dit-on. Donc, d'une manière ou d'une autre, permettez que les gens aient peur. Maintenant, on n'est pas dupe, hein. Il n'y a que 3 dans cette salle qui soient ignorants. Depuis vendredi, une bonne partie de l'opinion en était informée, et ceux qui y sont allés ne sont pas allés. Les affiches officielles parlaient de vulgarisation du PAG, mais ceux qui étaient dans la salle se positionnaient en très bonne partie, il n'y a pas les hommes des médias qui n'étaient là que pour le relais, se positionnaient pour l'autre paire de manches parce que le torchon serait en train de brûler, peut-être qu'il est même déjà fini depuis qu'il brûle là, entre Olivier Bokor et Patrice Talon. Donc apparemment il y a une autre paire de manches, et depuis un mois, des acquis à Olivier Bokor faisait déjà la communication selon laquelle Joannès Dayon n'est pas éligible du point de vue des fondamentaux de notre constitution. Bref, on voyait l'option Joannès Dayon venir. Donc il n'y a que ces 3 personnalités qui ne soient informés. Et moi, je doute très fort de leur ignorance. Je suis plutôt dans... Vous savez, je vais souvent en besogne dans de pareilles conjectures, parce que je trouve très facilement que le contexte tel qu'il est aujourd'hui a contraint ces messieurs à se revoir, à ravaler cette vomissure. Si c'est une bévue, à se reprendre personnellement eux-mêmes. Et maintenant, pour les égarements qui sont ces invectives à la limite voilées à la presse, je mets ça sous le coup de petites erreurs après un effroi, après cette douche écossaise pour un acte comme celui-là. Franck? Allez, moi, si j'étais allé à ce reportage-là, l'information, là, c'est la déclaration de ce coordonnateur-là. C'est l'information. Il n'y a pas meilleure information à ce reportage-là qui puisse intéresser le public. Quand on dit à 2 ans des élections, nous suscitons la candidature d'une personnalité comme Joannès Dayon, qui plus est un proche du chef de l'État. Il y a quelques mois, il y a ces mouvements-là qui sont encore sur le terrain, qui tiennent bon et qui multiplient les descentes sur le terrain, suscitaient la candidature de Olivier Bokor. Donc c'était la principale information. Donc on n'avait pas à menacer la presse outre mesure pour leur dire, écoutez, si l'on sent, il n'y a qu'au Bénin qu'on puisse voir ces choses-là. Et moi, ce qui me surprend, vous savez, dans le lot, je connais Hubert Stanislas Amegbedji, qui est quand même un cas de bonne facture. Et je le vois très mal aller s'asseoir dans une conférence dans laquelle il n'était pas du tout informé du contenu, et que ce soit... Vous connaissez la super intelligence des jeunes, surtout manipulateur là, s'il veut vraiment... Non, puisque je vous l'ai dit, moi j'avais eu l'information déjà la veille de cette activité, que quelque chose du genre se préparait, peut-être de ma position de journaliste. Et personne dans ce grand nombre de jeunes-là n'aurait pas dit à l'un de ces 3-là que bon, il y aura quelque chose de ce genre-là. Non, moi je pense qu'il faut arrêter de dire ça. Et si ça avait pris, vous savez, c'est une bonne affaire. Et ces personnalités-là seront précurseurs de ce mouvement qui va porter Joannès Dayon peut-être au pouvoir en 2026. C'est parce que la mayonnaise n'a pas pris, le train n'a pas véritablement bougé, que maintenant ils s'en veulent et ils veulent se disculper, ils veulent faire comprendre à tout le monde que bon, nous on n'était pas associés. Je pense que j'ai vu Hubert Stanislas Amegbedji mener un mouvement qui a porté ses fruits, et c'est peut-être l'un des gains. Si sa position là où il est aujourd'hui, c'est peut-être l'un des gains de 2016. Et donc la peur de perdre peut-être le poste où on se retrouve aujourd'hui, la peur de ne plus être bien vu dans l'arène politique ou dans les parages du chef de l'État, cela fait que ces 3 personnalités-là ont pris peur. Et on dit, écoutez, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Ça vous fait des conjectures, parce que jusque-là, eux-mêmes, ils l'ont dit. Je ne sais pas si c'est une peur qui les a amenés à prendre cette décision, mais ils l'ont dit, ils n'étaient pas informés. Et je crois qu'il est de bon ton, quand vous invitez quelqu'un quelque part qu'il doit jouer un rôle, de lui dire le rôle exact qu'il veut jouer dans l'ensemble de l'activité que vous organisez. Si vous voulez m'inviter à un anniversaire, je sais que je veux venir chanter à l'anniversaire. Si c'est l'anniversaire d'un crapaud ou de votre chien,
tu dois savoir que c'est l'anniversaire de votre anniversaire. C'est un anniversaire. Votre chien, je saurais que c'est les joyeux anniversaires que j'aurai à chanter. Mais si vous me dites que c'est un mariage et que je viens de découvrir que c'est l'anniversaire de votre crapaud, je ne peux pas transformer justement mes chansons de joyeux anniversaire vous savez, Tanguy, ils auraient bien fait de réunir ces jeunes-là et de leur dire ne reprenez plus. Ce que vous avez fait, on n'a pas besoin de faire tout ce tapage-là, et même d'aller au niveau de la preuve pour dire on va amener on se réserve le droit d'ester en justice pour ceux qui vont publier. Ça, c'est une information. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ils sont sûrs qu'ils peuvent rechercher tout le monde, amener devant Mario Encore que moi, quand j'ai lu le communiqué, ça m'a un peu fait sourire. Des gens qui sont très rapidement, c'est-à-dire juste au lendemain de l'événement, ont su que sur les réseaux sociaux, il y a des informations qui circulent sur eux et qui font état de ce qu'ils ont d'une certaine manière donné leur caution à cette suscitation de candidature, mais qui la veille, pendant que beaucoup de personnes, leur personnalité morale a donné une caution. Le fait qu'ils soient présents là, sur la scène, à l'événement, donne une caution. Mais que bizarrement, la veille ou 2 jours avant, certaines personnes, ces mêmes informations circulent sur les réseaux sociaux, sous prétexte qu'il y a un mouvement comme ça qui se prépare, une suscitation de ces gens qui se préparent, mais ils n'étaient pas du tout informés. Et bien au lendemain, ils sont informés quand même sur les mêmes réseaux sociaux où subitement, la veille, ils n'étaient pas du tout informés. Aujourd'hui, ils sont informés. L'autre chose, l'autre chose, quand on regarde la manière dont ces jeunes au site fonctionnent aujourd'hui, est-ce que quelque part, ce ne sont pas ces mêmes politiques qui les encouragent à aller vers ces situations? Aujourd'hui, vous allez remarquer que beaucoup de jeunes font comme carrière envisager la politique. Tout simplement parce qu'ils estiment qu'en suscitant la candidature, on peut... Oui, on les connaît, ils sont dans l'arène politique. On les connaît, ils attendent que ça, ces opportunités-là. Susciter la candidature dans une certaine mesure en se disant que, en le faisant, quand la personne aura le poste qu'il faut, la personne l'attendra. La personne ou l'autre chose encore, même s'ils sont conscients eux-mêmes que cette personne-là ne briguera jamais ce poste, quand même pourra leur sortir un peu de sous qu'ils vont pouvoir utiliser pour fonctionner. C'est juste un fonds de promesse politique. C'est ça. Tanguy, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, ça nous l'avons compris. Et je trouvais que c'était raisonnable. Si je suis invité à une activité pour présenter une communication et qu'à la fin je me rends compte qu'on a changé des discours, je suis en droit, n'est-ce pas, d'attirer l'attention des uns et des autres, que je ne suis pas du tout associé à une telle activité. Mais après, nous trouvons que c'est trop facile, voyez-vous. C'est vrai, et ça on peut le dire, que être précurseur aujourd'hui d'un mouvement de suscitation, c'est une lourde responsabilité que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à accepter. Quand vous voyez le profil des personnes, Benjamin Kovidako, il est quand même le premier secrétaire adjoint du gouvernement. Voyez-vous, nous savons la position de Patrice Talon par rapport à ces mouvements. En tout cas, pour l'instant, il n'admet pas trop que dans son entourage, dans son effectif, que des personnalités publiques quand même à des postes, à des fonctions publiques, joue à ce jeu. Il est arrivé jusqu'à discipliner un membre de son gouvernement pour ça. Arnaud Zanon, superviseur du pôle développement durable au bureau d'analyse et d'investigation de la présidente de la République. Et puis, Johannes Dayon, justement. Et puis, Hubert Mengbedji, qui est directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. Et donc, c'est des personnalités publiques vraiment qui sont à des postes de responsabilité. Peut-être qu'à un moment donné, on leur a rappelé que vous n'êtes pas du tout à une bonne place, n'est-ce pas, pour être dans ce genre de dispositif. Et c'est peut-être à ce moment qu'il fallait justement... parce que, après, comme on le disait, il y a quand même qu'à Cotonou, certaines personnes étaient bien informées de ce qu'il y aurait une déclaration pour orienter sur un choix. On le savait. Et donc, c'est quand même trop facile, franchement, de comprendre ça. Je suppose qu'ils n'étaient pas informés, que vraiment, ils étaient venus parler du PAG et que peut-être d'autres déclinaisons de l'agenda du jour devraient amener à parler de cette suscitation de candidature. Je n'étais pas dans la salle des fêtes en question, mais sur Facebook, par le canal d'un des web-activistes les plus acquis à la cause du pouvoir en place aujourd'hui, j'ai vu sur la vidéo, pendant le temps de la déclaration, la mine d'un des trois, dont je ne cite pas le nom ici. Les vidéos ont été presque toutes supprimées aujourd'hui, mais il acquiesçait à la limite. Il avait un sourire là. Ça, c'est un montage. Ça peut être des images. Ce n'est pas un montage, c'était un direct Facebook. Oui. C'était un direct Facebook.
pour ne pas dire le nom du réseau social. Entre griffes, il acquiesçait à la limite. Il avait un large sourire. Il est souriant, naturellement. Ça, je le sais, je le reconnais. Mais je n'ai pas vu quelqu'un étonné. Je n'ai pas vu quelqu'un interloqué. Je n'ai pas vu quelqu'un sorti de lui-même, agacé à la limite par un événement nouveau qui le surprenait, outre mesure. Donc, revenir, descendre... Moi, j'aurais été à la place, après tout ça, utiliser un ton martial hitlérien comme celui-là. J'ai fait ma déclaration à la presse. Si moi, j'avais été à la place... On va faire avancer, on va faire avancer les discussions. Leur comportement aurait été légitime. Ils sont quand même bien... Ils ont quand même bien éduqué. Ils ne vont pas se lever, aller chercher le micro, commencer à... Mais justement, le communiqué fait quoi? Non, mais quand vous êtes dans une salle et qu'on vous a dit que vous êtes venu pour quelque chose de précis, le plan est bien déterminé. Pendant le déroulement de l'événement, vous voyez que c'est tout un autre plan qui a été échafaudé sans votre contrôle du moins, et vous venez maintenant découvrir ce plan. La première des choses, soit vous rétorquez là en même temps, soit vous vous levez, sans parler, vous vous levez, vous quittez la salle. En fait, c'est une manière de montrer clairement qu'ils ne sont pas dans ce dispositif. Deuxième chose, quand vous sortez un communiqué de ce genre, il fallait beaucoup plus être assez précis. Ils ont été précis, mais très agressifs. Cette agressivité montre un peu qu'ils ont aussi des choses à se reprocher. Je dirais simplement, nous ne sommes pas mêlés, et ce qu'ils disent n'engage que. Ce qu'ils disent n'engage que. Mais non, ils étaient là quand la presse est là. Mais ils ont tout encouragé. Lorsqu'on parle de la vulgarisation, bien de la mise en lumière des grandes lignes du PAG2, la première personne que moi je m'attends à retrouver là, c'est peut-être Wilfried Léon Ngwedi, qui est le porte-parole du gouvernement et qui suit tout ce qui est activité du gouvernement. Vous voyez, à Parakou, lui, il se défendait à dire que le chef de l'État est candidat à la préservation des acquis de sa gouvernance. Et le lendemain, on voit des groupes de jeunes en présence de 3 personnalités qui sont proches de celui-là dont on a dit le nom, qui ont participé à une activité et qui disent, mais voilà, on dit qu'on veut susciter la candidature de Johannes Dagnon. Pour préserver les acquis de la gouvernance de Talon. Il y a le lien, non? Pourquoi est-ce que ça fait trembler la terre? Voilà, c'est pourquoi je dis que ces personnalités, en réalité, ne peut pas venir dire à la face du monde, écoutez, je n'étais pas du tout informé, c'est un ballon qui a été lancé, mais qui n'a pas véritablement... Alors, c'est vrai qu'il y en a dedans qui ont un profil un peu difficile à classer, mais quand je prends Hubert Megbedji, par exemple, c'est quand même un responsable d'une structure nationale publique, et donc qui est à même d'apporter les informations qu'il faut à n'importe qui, quel que soit son bord politique. Donc je suppose que même si les démocrates aujourd'hui ont besoin de désigner à leur sein leur candidat, ils peuvent, à partir justement des éléments qu'ils peuvent obtenir au niveau donc de cette structure publique, appeler le gars à faire une présentation pour définir le niveau où on en est au niveau du Bénin, afin de pouvoir partir de ces informations. Alors pourquoi est-ce que ça énerve, Eric? Oui, parce qu'on a parlé de suscitation justement. Et quand je fais référence à ce que vous dites, pour le peu que j'ai suivi, effectivement, quand vous voyez la prise de parole de M. Megbedji, elle est plutôt restée technique sur ce que le gouvernement a fait côté emploi. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans notre système éducatif, il faut renverser la tendance, que la formation soit plus technique et pour permettre à nos jeunes d'être sur le marché de l'emploi et permettre aux industries également de pouvoir trouver de la main-d'œuvre de bonne qualité. Il a évoqué justement ces aspects de ce que le gouvernement est en train de faire à travers son programme d'action du gouvernement. Absolument, il a fait. Donc je pense que la mauvaise note, en tout cas quand on lit le communiqué, c'est cette déclaration qui est venue justement, en tout cas selon leur position qui est venue tout gâcher. Oui, William. Moi je l'ai vu dans cet exercice plusieurs fois, il s'en sort très bien. Et justement, dans sa prise de parole, si c'est pour ça qu'il est invité, il n'avait qu'à s'en tenir à ça, un peu comme on l'a vu sur ces images. Et moi, Ulrich décrivait une scène tout à l'heure qui m'intéresse tout particulièrement. Si après ce que j'ai fait, autre chose devrait entacher ce que j'ai eu à faire dans le déroulé d'une activité, je prends la parole parce que je suis une personnalité invitée et qu'on ne me refusera pas de reprendre la parole. Je prends la parole et je dis, moi, mon travail ou mon intervention s'est arrêtée à tel niveau. Veuillez bien tenir compte du fait que
toutes les déclinaisons après ne m'intéressent pas et je n'y suis pas mêlé. C'est la façon la plus simple, la plus courtoise, la plus évidente. Quand, séance tenante, quelque chose comme ça se passe et que vous désapprouvez. Et moi, je vais le dire, c'est normal d'essayer la suscitation de candidature. Parce qu'être dans le starting block des partis politiques, au début, ça paie. Vous avez vu ceux qui étaient très proches de Koupaki ou de Patrice Talon au début, ils ont coupé gros dans la part du gâteau. Ils y sont peut-être jusqu'à l'heure où nous sommes, à part ceux qui ont vu le navire OB venir et ils sont allés à bord. Et donc, c'est très intelligent de faire le ballon d'essai. Mais quand ça ne marche pas, la volte-face, pour faire volte-face, pardon, il faut trouver aussi le moyen, il faut trouver, je suis tenté de dire, l'intelligence qu'il faut et ne pas nous prendre dupe aussi. Oui, je pense qu'à l'avenir, nos grands frères devraient éviter de... En tout cas, moi, pour ce qui concerne la presse, ça a beaucoup retenu mon attention. On ne devrait pas s'en prendre à la presse. Trouver les mots justes pour chercher à se défendre, c'est encore mieux. S'en prendre à la presse, ce n'était pas la bonne formule. Maintenant, quand on a fini de dire tout ça, c'est que la suscitation de candidature, moi je pense qu'on ne devrait pas en faire un mythe aujourd'hui. On ne devrait pas véritablement interdire cela aux gens. Parce que c'est aussi là la vitalité de la démocratie, à mon avis. Lorsque vous avez eu le temps d'observer si c'est Tanguy qui peut faire le job ou si c'est William qui peut faire la cérémonie. Oui, tout bonnement. La personne même peut refuser. La personne même à un moment donné peut dire écoutez, je ne suis pas préparé à cela, mais vous voyez en lui des qualités d'homme d'État. On va pas nous sortir une nouvelle infraction, apologie de suscitation. Ah oui, c'est possible. Hein? Voilà, conteste maintenant. Si un jeune a été condamné pour cette affaire, c'est sûr que le droit pénal va nous sortir. Attention aux médias, le communiqué vous avertit, l'autre c'est apologie de coup d'État, vous pouvez être fermé pour apologie de suscitation de candidature. Ils ont été clairs dans le constat. Allez, on va finir ces échanges-là. Qui font la part des choses là-bas. Donc moi je pense que ça ne devrait pas avoir, on ne devrait pas avoir si peur de dire écoutez, moi je veux que telle personne puisse briguer la magistrature suprême, c'est la plus normale des choses. Maintenant, il faut dire aux partis politiques en leur sein de travailler à s'imposer sur le terrain, de travailler à pouvoir ravir la vedette à ces mouvements-là qui vont se créer. Les mouvements font leur travail, vous aussi vous faites votre travail, et puis c'est le jeu démocratique, c'est un jeu très plaisant à la fin. Oui. Je vais poser une question qui m'a particulièrement intéressé. Vous avez demandé, en tant que technicien de la chose, est-ce que par exemple, Hubert Mebedi ne peut pas se faire inviter par exemple par la démocrate pour savoir où est-ce qu'on en est par rapport à donner des explications sur les acquis du PAG et consorts et tout ça. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce qu'il est bien placé pour le faire. Et maintenant, s'il est jeune, maintenant, si c'est des jeunes, n'allons pas perdre en noir. Il n'est pas là pour dire ce qui est bien, il dit ce qui a été fait. C'est tout, il explique. Les opposants ne veulent pas ça. Ne leur prêtons pas des intentions sur le dit. Ne leur prêtons pas des intentions. Ceci étant, l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que quand éventuellement on appelle ces gens de techniciens à venir expliquer des choses et qu'ils constatent sur le terrain que la manœuvre a été changée, mais eux aussi, ils changent la manœuvre simplement. Et nous l'avons dit tout à l'heure, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'ils reprennent la parole et ils précisent. J'ai été invité pour parler du PAG et j'ai parlé du PAG. Et sur ce, merci de me permettre de me retirer. Simplement. Je pense que ça, c'est la première manœuvre. La deuxième manœuvre, on sort un communiqué. Il faut simplement préciser, nous sommes partis dans tel cadre. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu si, nous nous en tenons à ce pourquoi nous sommes venus. Mais se mettre maintenant à menacer la presse, à menacer les autres, je pense que ça a été un peu irrégulier de leur part. Allez, quelque part, il faut le dire, hein, on a comme une prise en otage de la scène politique par je ne sais qui, ou même les partis politiques qui doivent jouer le jeu, les mouvements politiques qui doivent Pourquoi faire vous le décidez jeu. de ne pas voir? Vous ne voyez pas ce qui se fait au nord? Un parti de la mouvance qui est dans son périple
au contact, dans les populations à la base. Pourquoi vous ne voulez pas? Oui, mais ils ont suscité la candidature. Ils ne suscitent pas de candidature. Oui, mais vous ne savez pas si c'est la préparation du terrain. C'est le plus grand organe de ce parti. Oui. Ils sont... voyez le train aussi de l'autre côté. Mais les démocrates aussi sont sur le terrain, et aussi ils font le tour. Donc, moi, mon problème, c'est pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas comment est-ce que chacun veut faire ou qui est-ce que chacun veut proposer comme candidat afin qu'on commence par savoir à quoi ça ressemble. Ils vont respecter. Oui, mais qu'est-ce que les tests disent? Qu'est-ce que les tests font? Qu'est-ce que les tests prévoient? Oui. À chaque fois que moi j'ai eu la chance de poser cette question à des invités sur une franche par exemple, on vous dit nous avons le temps. Que ce soit les opposants, les mouvances, on dit non, pourquoi vous intéressez à ça? Au moment opportun, on vous dira comment ça va se passer. Nous avons encore le temps, nous sommes à 2 ans de 2026, à 2 ans des élections générales de la présidentielle de 2026. Et donc, ne soyez pas pressés. C'est nous, les acteurs politiques, qui décidons de quand c'est bon pour nous. Et donc, restez dans votre coin. En son temps, vous aurez... Aujourd'hui, ils prennent beaucoup de temps, alors qu'en 2005-2006, on avait quand même comment Boni Yahi est venu dans ce pays. En 2015, 2014, 2015 surtout parce que Patrice Talon a pris par là aussi. C'est à partir de 2015 qu'on a commencé à susciter sa candidature dans ce pays. J'ai l'impression que c'est maintenant ils prennent du temps. Vous ne voyez pas la réforme du système partisan? On veut, les choses sont changées désormais. Merci beaucoup pour les débats de ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Vous allez suivre l'actualité ces 7 derniers jours au Bénin. Ce sera avec Idriss Boukari juste après la revue de presse aussi, notamment avec Hugues Fiyingbe. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Installée dans ses nouvelles fonctions de présidente de la Haute Cour de justice le lundi 4 mars dernier, Dandi Nyamou a entrepris jeudi une tournée de prise de contact avec ses autres collègues présidents d'institutions. À cet effet, elle était en audience chez le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Avant d'être présidente de la Haute Cour de justice, Dandi Nyamou était à la Cour constitutionnelle sur proposition du bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est à juste titre qu'elle vient non seulement pour présenter ses civilités au premier responsable de l'institution parlementaire, mais aussi pour le remercier. Dans la même journée du lundi 18 mars 2024, elle était également au siège de la Commission électorale nationale autonome. Une visite de courtoisie et de prise de contact pour recevoir à l'occasion les conseils du président de la Sénat. En fonction de la grande expérience qui est de la vôtre, dans la vie politique qui est la nôtre, dans les responsabilités administratives, politiques qui sont les vôtres, je me suis dit qu'il était important de venir rendre visite au président de la Sénat. De leur côté, les aspirants au métier d'enseignant du primaire, membres du cercle de réflexion des suppléants des enseignements maternels et primaires, ont remercié le gouvernement pour la nouvelle mesure en leur faveur. En Conseil des ministres le lundi 18 mars 2024, l'administration Talon leur fait bénéficier désormais d'une prime de 20 000 par mois, d'une gratuité des frais de scolarité pour les enfants des aspirants au métier d'enseignant, et les femmes aspirantes bénéficient elles aussi d'un congé de maternité. Face à ces mesures sociales pour lesquelles ils luttent depuis quelques années, ils n'ont pas caché leur joie. C'était à la faveur d'une séance de travail tenue mercredi dernier entre les membres du cercle de réflexion qui a non seulement servi de cadre de remerciement, mais aussi de réflexion pour les perspectives. La séance a eu lieu à la Bourse du Travail à Cotonou. L'ingratitude est un tournevis en ce qu'elle dégrade celui qui en est atteint et qu'elle ferme le cœur de l'homme bienfaisant, a déclaré Guillaume Charles-Antoine Tigueul. Pendant ce temps, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines était en visite sur quelques chantiers de réalisation des châteaux d'eau dans la commune d'Alada, département de l'Atlantique.
Plusieurs arrondissements de la commune bénéficient du projet qui va offrir de l'eau potable aux populations. Une visite satisfaisante pour Samou Seydou Adambi, qui n'a pas manqué de faire quelques observations aux entreprises en charge des travaux pour le respect du délai contractuel. Pour le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, l'objectif du gouvernement est d'offrir de l'eau potable à toute la population du Bénin à l'horizon 2026. L'eau est déjà dans le château et disponible donc auprès donc sur les bonnes fontaines et au niveau des ménages qui ont des abonnements privés. L'agence pénitentiaire du Bénin a réédité la campagne de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus au profit des femmes détenues des 11 établissements pénitentiaires du Bénin. L'initiative, qui est à sa 2e édition, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes qui s'étend sur une semaine. Elle ambitionne d'améliorer les conditions d'accès aux soins de santé des détenus. La première journée de la campagne a pris en compte les maisons d'arrêt de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Porto Novo. Une nouvelle mandature s'est ouverte à l'autorité de régulation de l'électricité. L'équipe de 7 membres, dont 2 femmes, est entrée officiellement en fonction le jeudi 21 mars 2024. C'était à la faveur d'une cérémonie au cours de laquelle il y a eu passation de charge entre les présidents entrants et sortants. Au cours de la cérémonie, Claude Baguidi, président sortant de l'ARE, a énuméré certains résultats concrets obtenus. Selon lui, le premier acte a été d'émettre un avis favorable sur la requête de la SBEE pour la modification de ses conditions tarifaires en vigueur depuis 2010 et qui n'assurait plus l'équilibre financier de l'entreprise, l'empêchant alors de faire les investissements adéquats pour l'extension et le renouvellement du réseau national d'électricité, aujourd'hui vétuste. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Une nouvelle semaine, une première revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est fait. Pendant que le Bénin est toujours en stand-by, les frontières entre le Nigeria et le Niger sont désormais ouvertes des 2 côtés, rapporte Fraternité. Dans la journée du jeudi 21 mars 2024, un message radio adressé au gouverneur des régions de Difa, Tawa, Maradi et Dosso a ordonné la réouverture des frontières dès le vendredi 22 mars à 01. Cette décision fait suite au sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO du 24 février 2024 à Abuja, au Nigeria. Un mois après ce sommet, le Niger a donc ouvert ses frontières, soit une semaine après la réouverture de celle du Nigeria. C'est à juste titre que le Niger rétablit ses relations avec son voisin, avec qui il partage plus de 1000 km de frontières. À l'analyse, plusieurs facteurs ont permis cette réconciliation presque rapide entre les 2 États. D'abord, le Nigeria conserve sa place en tant que première économie en Afrique, même si l'inflation est devenue galopante ces dernières années. Malgré la chute du Naira accentuée par l'insécurité grandissante, ce pays maintient ses piliers toujours solides et représente un grand soutien au Niger en termes économiques et de transport des marchandises. Ensuite, il est important de rappeler que le Nigeria n'est pas une colonie française, ce que Bola Tinubu a si bien démontré en pesant de son leadership pour la levée des sanctions infligées par la CEDEAO au Niger. Plus loin, le Nigeria a affiché son ambition d'avoir désormais comme allié la Russie et de faire partie des BRICS. Pour sa part, le matinal s'intéresse à la question de construction sans permis de construire à Cotonou et appelle l'attention des maîtres d'ouvrage indélicats sur la mise en garde de la mairie. En dépit de la suspension de certains chantiers pour défaut de permis de construire à l'issue des contrôles opérés par les services techniques de la mairie de Cotonou, certains maîtres d'ouvrage s'entêtent à poursuivre les travaux de construction au mépris des tests en vigueur.
Pour ce faire, Luc Atropo, maire de la ville de Cotonou, a fait une mise en garde aux maîtres d'ouvrage récalcitrants qui s'adonnent à cette mauvaise pratique à travers un communiqué de presse en date du mercredi 20 mars 2024 et dont la teneur est entièrement accessible à la page 3 du quotidien. La célébration de la femme en ce mois de mars par les institutions étatiques se poursuit. Garante des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques, la Cour constitutionnelle a célébré en différé ce vendredi 22 mars 2024 la Journée internationale des droits des femmes, nous apprend Le Soleil Bénin Info. Les manifestations ont été placées sous l'autorité du président de l'institution, le professeur Corsi Dorothée Sosa. La cérémonie a enregistré notamment la présence des conseillers à la Cour constitutionnelle de la présidente de l'Institut national de la femme, Maître Huguette Bokpe-Nyakadja, la directrice générale de la Poste, la professeure Judith Glidja, épouse Tiakpe. Dans son mot de circonstance, le président de la Cour constitutionnelle a rendu un vibrant hommage aux femmes de l'institution. Le professeur Corsi Dorothée Sosa a rappelé la grande portée de cette journée qui est selon lui une occasion de rencontre et d'échange avec la jeune féminine. Je cite, « Il faut que les droits des femmes soient reconnus, soutenus, chéris et défendus par tous les segments de la société », a laissé entendre le président Dorothée Sosa. Pour lui, la Cour constitutionnelle, institution garante des droits fondamentaux de la personne humaine, est à l'avant-poste pour l'accompagnement de la consécration effective de cette orientation voulue par notre peuple. Fin de citation. Pendant ce temps, les élèves des écoles primaires et publiques de Maria Gleta et d'Awaké, dans la commune d'Abomey-Calavi, sont dans l'allégresse, car ils disposent désormais de 2 adductions d'eau potable. Docteur Mathias Amour Aromanegbe, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a décidé d'étancher la soif des apprenants des écoles primaires et publiques de Maria Gleta et Awaké. Il a entrepris les démarches nécessaires au niveau de la SONEB pour que les compteurs d'eau soient posés dans les écoles à la grande satisfaction des écoliers et enseignants. Quelques semaines après la fin des travaux d'installation, le donateur a procédé à la remise officielle des ouvrages aux bénéficiaires en présence du directeur départemental des enseignements maternels et primaires de l'Atlantique, les élus locaux, le chef quartier, les parents d'élèves, femmes, jeunes et sages du quartier Toba, Maria Gleta. Une information livrée par l'emblème du jour. Mesdames et messieurs, MTN Bénin révolutionne le secteur du crédit via un service inédit baptisé Prêt Express. La bonne nouvelle est rapportée par Matin Libre. MTN Mobile Money, en partenariat avec EcoBank, a procédé ce jeudi 21 mars 2024 à Cotonou au lancement officiel de son nouveau service Prêt Express. Avec ce produit mis sur le marché, le premier réseau mobile au Bénin a décidé de s'aligner davantage derrière les initiatives du gouvernement quant à l'accès rapide et fiable des couches défavorisées au crédit. Désormais, il est ainsi possible d'emprunter jusqu'à 100 000 francs CFA sans se déplacer, sans faire une étude de dossier et en toute confidentialité. La cérémonie de lancement a connu la présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance et sa collègue de l'économie numérique et de la digitalisation. Plus de détails à la page 5 du journal. Du sport pour boucler la boucle. Aux prises dans le cadre de la journée FIFA, le Bénin et la Côte d'Ivoire se sont quittés sur un score de 2 buts partout. Pour Fraternité, ce résultat obtenu par les Guépards est trompeur. Les Guépards ont en effet contré au nul les récents champions d'Afrique ce samedi 23 mars 2024 en match amical des journées FIFA. Cependant, il n'y a pas lieu de se réjouir du résultat, même si l'adversaire a battu respectivement le Mali, la RD Congo et le Nigeria lors de ces derniers matchs. Il faut garder à l'esprit que le Bénin n'a toujours pas gagné de match depuis le tournoi d'Antalya en 2022 et Guénot-Hor enchaîne un 9e match d'affilée sans victoire. Un triste record selon le quotidien domestique. Retrouvez l'intégralité de l'analyse à la page 2. Fin de la revue de presse de ce lundi 25 mars 2024.